vous est apparu important d'interroger les questions, les relations entre écologie et pandémie. Le fait que Guillaume Lachenal nous ait rejoint l'an dernier au Media Lab, et puis Serge Morand, vos travaux qui sont bien connus, nous ont incité à vous solliciter pour partager vos réflexions à l'un et à l'autre sur ce point. Je vous présente très brièvement, puis vous me direz comment. Je crois on est convenu que ce soit Serge qui introduise la discussion, qui parle en premier, puis ensuite Guillaume. On prendra des questions au fur et à mesure, peut-être entre chaque session, enfin entre chaque intervention, et puis pour une discussion plus large à la fin. Donc Serge Morand est chercheur en écologie de la santé. Il est chercheur au CNRS, détaché au CIRAD depuis plusieurs années, actuellement en poste à Bangkok, je l'ai dit. Il conduit des travaux sur l'écologie des maladies infectieuses et sur les relations entre espèces sauvages, espèces domestiques et les humains, et en particulier en Asie du Sud-Est. Il a publié récemment un collectif qu'il a co-dirigé avec Muriel Figuet, enfin récemment, il y a quelques années, 4 ans, Quand même, quand même, oui. qui s'appelle Émergence des maladies infectieuses, risques et enjeux. Et puis je crois savoir par Guillaume qu'il travaille actuellement à la rédaction d'un ouvrage en cours dont Il est paru apparemment. Pardon? Je montrerai tout à fait les parus. Le livre est paru. Bon, il est paru déjà, d'accord. Donc, bienvenue pour nous parler de cet ouvrage. Et puis, Guillaume Lachenal est historien et biologiste. Il est professeur à Sciences Po, professeur d'histoire au Media Lab depuis l'année dernière. Il a publié Le médecin qui voulut être roi en 2017, le médicament qui devait sauver l'Afrique, et qui a des choses tout à fait passionnantes d'histoire sociale, des questions biologiques et écologiques. Donc, bienvenue pour partager vos réflexions avec nous sur l'écologie des pandémies. Je ne sais pas exactement comment il faut appeler cette thématique, mais je vais vous laisser le soin de la définir. Juste avant de vous donner la parole, Serge, je vois qu'il y a beaucoup de chercheurs. Je suis content d'apercevoir Sylvain, Dominique Cardon, Sylvain Parasi et d'autres que je ne peux pas tous nommer, mais bienvenue à tout le monde et très heureux de vous retrouver pour cette séance. Voilà, Serge, Merci. si vous voulez, prenez le temps qu'il vous faut, 20 Non, 30 minutes. c'était prévu, ouais, j'ai 30 minutes. Je mets mon timer d'ailleurs. Alors, je partage l'écran parce que je pourrais parler sans écran, mais je préfère. Alors, est-ce que c'est bon? On voit tout à fait bien, oui. Très bien. Alors, d'abord, et je lance le timer pour éviter tout souci de débordement. Donc, un grand merci pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux de pouvoir être avec vous et spécialement à Sciences Po et spécialement justement finalement avec cet atelier que je ne connaissais pas du tout et ce qui va me permettre maintenant de suivre beaucoup plus vos activités. Et donc, je voulais vous parler un peu finalement de ces épidémies à l'Anthropocène. Et généralement, quand je parlais d'épidémie avant 2020, je mettais ce genre d'image pour dire finalement qu'on va d'épidémie en épidémie. Et puis finalement, c'est encore le cas. Juste pour vous rappeler, le 12 janvier 2020, c'est pas si longtemps que ça. Et le 17 janvier, il y avait un papier qui sortait. On avait juste quelque chose qu'on n'avait pas encore donné vraiment un nom. On estimait, donc les gens de l'Imperial College of London estimaient uniquement à 1700 cas. Donc, et on se disait, wow, c'est beaucoup peut-être quand même, donc c'est reste à Wuhan. Et puis, quelques jours après, la Chine annonce qu'elle ferme pas mal de villes, 18 millions de personnes qui sont mises en lockdown, c'est démarré. Nous, on était à Bangkok, on avait 3 millions de Chinois qui étaient en tourisme. Donc, on se demande d'ailleurs comment ça se fait. On pourra en discuter pourquoi on n'a pas eu de cas, quoi. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai pris ça tout à l'heure. On est quand même arrivé à 35 millions de cas recensés officiels, 1 million de morts. Et puis, c'est la première fois finalement qu'on a une telle
impact sociologique et impact politique. C'est-à-dire qu'on a eu, on va le voir, évidemment, des pandémies qui ont fait beaucoup de morts, quoi, qui ont eu des impacts économiques, mais finalement, d'un côté politique, je veux dire, en termes de réponse biopolitique, c'est la première fois qu'on a un tel effet, quoi. Parce que finalement, bon, je pense que Guillaume sera meilleur que moi, mais en fait, c'est pas la première fois, quoi, qu'on a finalement ce type de pandémie, repensant à la peste de Justinien, qui en fait finalement met la fin entre l'Antiquité et la Renaissance, quoi, les temps modernes, quoi, et puis je veux dire, le Moyen Âge, pardon, et puis bon, on a finalement toutes ces épidémies qui ont démarré, qui sont aussi bien la peste que le grand échange avec la colonisation de l'Amérique du Sud, hein, qui s'est soldé par la décimation des populations amérindiennes, mais ça a été le cas aussi en Asie du Sud-Est avec les... Donc finalement, ça nous fait réfléchir sur, si on veut comprendre celle-là, de se remettre un peu en historique, de comprendre finalement l'origine de ces maladies infectieuses, en tout cas du point de vue, je dirais, écologique, évolutif, et dans une perspective historique d'histoire globale. Mais je ne prendrai pas tout, je prendrai uniquement un exemple parce que c'est très parlant pour nous en ce moment. C'est finalement le rôle de la domestication animale, qui est en fait la grosse transition épidémiologique du néolithique, donc il y a un peu plus de 12 000 ans, où finalement on a commencé à domestiquer de façon un peu indépendante, et surtout en Eurasie, donc tous nos animaux domestiques, et puis un peu, alors pratiquement pas en Afrique, un seul en Europe, hein, il n'y a que le lapin, il y a 2000 ans simplement, et très peu dans les Amériques. Mais quand on regarde finalement ce type de partage, alors ça finalement j'ai fait cet exercice à cause d'un historien, c'est William McNeill, qui en fait quand il a fait Plagues on People avait dit il y a une relation entre le temps de domestication et le partage des épidémies avec les humains. Évidemment, il n'a pas testé statistiquement, j'ai repris toutes ces données, on les a refait, là c'est les dernières données, et on voit qu'effectivement William McNeill, cet historien d'environnement, avait tout à fait raison quand on regarde en fait, le temps de vie entre un animal qui a été domestiqué ou même un commensal et les humains s'accompagne d'un partage de plus en plus important de maladies infectieuses. Et d'ailleurs, en fait, ils partagent entre eux. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouvel animal qui rentre dans la communauté des domestiqués, il vient avec ses agents infectieux, mais il récupère les autres. Donc finalement, c'est tout un ensemble et ça explique aussi encore beaucoup de relations d'épidémies, ne serait-ce que par exemple sur les grippes. Et ça nous explique finalement ces émergences. Alors je ne prendrai qu'un seul exemple, finalement, c'est l'émergence de la rougeole, du virus de la rougeole, qui a été aussi une maladie très importante, qui a fait énormément de mortalité dans les humains, notamment dans les cités. C'est venu de quoi? Finalement, c'est un virus de vache, hein, c'est ce qu'on appelle le Rinderpest virus, qui a pu en fait faire une émergence chez les humains. Ce virus est devenu totalement humain et il a finalement tout à fait évolué. Il a fallu attendre finalement la vaccination, déjà mais surtout la vaccination pour commencer à pouvoir contrôler ce virus, sachant qu'en devenant humain, ça devenait une maladie infantile, c'est-à-dire il avait perdu son impact sur les adultes. Et c'est là qu'on a finalement, on a aussi cet exemple, ces premières épidémies, notamment de rougeole, c'est lié complètement avec l'émergence des grandes cités agrariennes, quoi. Donc on a des indications phylogénétiques, donc ce serait vers là qu'il aurait émergé, donc plutôt dans le croissant fertile. Et puis, on a en fait des exemples d'expansion vers les cités grecques, italiennes, vers l'expansion de l'Empire romain d'un côté, et puis après vers la civilisation d'Indus, du Gange et la Chine. C'est-à-dire qu'on a vraiment un premier traçage de cette globalisation, mais liée finalement avec l'émergence des cités agrariennes et les premiers finalement échanges commerciaux. Et puis, on va jusqu'à maintenant où finalement on n'a pas fini, on a une grande accélération de l'élevage. Je prendrai quelques exemples qui nous expliquent notre problème. Le nombre de bovins, de têtes de bétail en 1960, c'est un peu moins d'1 milliard de têtes de bétail. Là, maintenant, on est à plus d'1 milliard, on est presque à 1,6 milliard. Les cochons, il y en avait 500 millions, c'est 1,5 milliard.
Les poulets, alors c'est passé de 4 milliards à 25 milliards presque. C'est-à-dire qu'on voit en fait une augmentation globale de ce nombre d'animaux qui nous pose toujours et de plus en plus problème, on va le voir, sur la biodiversité et les maladies infectieuses, pour arriver finalement avec une planète, ce n'est pas une planète dominée par les humains finalement, c'est une planète dominée par les vaches en termes de biomasse. La biomasse des vaches est plus importante que la biomasse des humains, mais les cochons ne sont pas loin. Ça, c'est simplement la biomasse des vertébrés sauvages qui restent. Et si on regarde alors les poulets en biomasse, ce n'est pas très nombreux, mais si on prend les 25 milliards de poulets plus toutes les poules pondeuses, ben on dépasse pratiquement le nombre total d'oiseaux libres. C'est-à-dire finalement, humains et puis nos quelques animaux de rente, comme on pourrait les appeler, dominent totalement notre planète. Et puis on le voit bien aussi de façon, je dirais, c'est localisé, quoi. Donc on voit bien, notamment mon pays, mon origine, la Bretagne, qui est très fort à la fois pour les cochons ou pour les vaches, quoi. Donc, et on voit aussi certains pays qui sont plus cochons, des petits qui sont plus vaches, des autres pays qui sont plus poulets. Donc ça aussi a des impacts très forts d'un point de vue. Et surtout, un grand changement qui s'est fait. Dans les années 60 ou avant, enfin quand j'étais jeune, quoi, les animaux étaient libres dans le backyard, quoi, dans la ferme. Ils étaient libres dans le champ. Et maintenant, ils sont enfermés. Ils sont dans des élevages industriels. Par contre, on les déplace sur toute la planète. Donc, on n'a jamais déplacé autant d'animaux aussi bien morts que d'animaux vivants sur la planète. Donc ça, c'est un peu les échanges qu'on peut avoir sur les poules, quoi. Mais alors, les poussins d'un jour, c'est encore plus. Les porcelets, c'est encore plus. Ce qui explique pourquoi, par exemple, un coronavirus qui a émergé en Chine s'est retrouvé aux États-Unis. Et finalement, des États-Unis a affecté les sangliers sauvages, mais après des États-Unis, ça a affecté l'Amérique du Sud et c'est revenu en Asie du Sud-Est. Donc tout ça s'est fait entre 2015 et 2020 pour un coronavirus, heureusement, qui n'affecte pas les humains. En parallèle, ça nous explique cette grande accélération de perte de biodiversité, alors qu'on dit qu'il est un réservoir de tas de virus potentiellement émergents, hein, comme nous disent nos collègues américains, quoi, avec plein de choses encore à découvrir. Donc on peut regarder ça, mais surtout finalement avec une grande accélération du déclin de la biodiversité, spécialement dans les pays, je dirais, subtropicaux et subtropicaux, hein, donc essentiellement là où je suis, Asie du Sud-Est. On voit cette augmentation finalement de la baisse en Afrique, ce qui va certainement poser pas mal de soucis dans les années qui vont venir. On va avoir certainement des choses. Et puis en Amérique latine aussi, qui est relativement important. Finalement, pour se trouver toujours à ce niveau-là, c'est-à-dire, et c'est une des raisons pour laquelle j'avais été déjà en Asie du Sud-Est il y a un peu plus d'une dizaine d'années, où finalement c'est un point chaud de biodiversité, mais de biodiversité en danger. C'est un point chaud aussi de diversité culturelle, mais de diversité culturelle en danger. La moitié des langues sont en voie de disparition en Asie du Sud-Est, alors que c'est vraiment un point chaud. C'est un point chaud de diversité, ce qu'on appelle de diversité bioculturelle en termes de races animales, mais qui sont aussi toutes en voie d'extinction selon la FAO, enfin 50% ou 30 et 50% en voie d'extinction. Donc finalement, avec un endroit où c'est une terre d'émergence aussi de maladies infectieuses nouvelles. C'est-à-dire que c'est là, entre, je dirais, Asie du Sud-Est et Chine du Sud, on est vraiment là. Alors, il faut repenser aussi, hein, si je trace ici un cercle, je déplace un peu, mais je mets un cercle au niveau de Bangkok, et je trace ce cercle pour avoir l'Inde dedans, je vais avoir toute cette partie-là. Cette partie-là, il y a la moitié de l'humanité qui vit là, et l'autre moitié de l'humanité vit en dehors de cet endroit-là. Donc ça met aussi les aspects de densité. Alors surtout pas prendre que c'est un problème, la population c'est un problème, mais effectivement la transmission est meilleure, quoi. Même si on a finalement des changements démographiques aussi importants avec l'urbanisation. Et je vous racontais juste une petite histoire pour faire ce lien finalement en Asie du Sud-Est. Alors pas le Covid-19 encore maintenant, parce que finalement on pourra en discuter, mais on se pose encore des questions fortes sur l'origine réelle, comment ça s'est passé, quoi, cette émergence de ce SARS-CoV-2.
Mais on va regarder finalement 1999 ou peut-être fin 1998, l'émergence d'un autre virus de chauve-souris, mais le Nipah virus, qui a émergé en Malaisie. Donc, qui est alors un autre groupe de virus, ce n'est pas du tout les mêmes, c'est dans le groupe des Zénipah-virus, pas des bêta-coronavirus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est le lien totalement improbable entre une chauve-souris et un cochon. C'est comment finalement une chauve-souris peut rencontrer un cochon et finalement faire qu'en déféquant sur des fruits, ils peuvent contaminer un cochon. Et surtout en Malaisie, donc dans un endroit qui est finalement à majorité population musulmane, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas de cochon. Donc, on regarde un peu sur les dernières années, il y a une augmentation de la production de cochons, de nouvelles fermes, alors essentiellement par la population chinoise, d'origine chinoise de l'île, mais qui en fait exportait pour le marché, et notamment le marché singapourien pour le cochon. Donc ces cochons qui étaient là commencent finalement à mourir, malades et tout. Des humains qui s'occupent de ces cochons commencent à mourir. Dans les abattoirs de Singapour, des travailleurs de ces abattoirs de Singapour commencent à mourir. Donc là, c'est panique totale. Donc on fait tout l'isolement de Singapour. Donc c'est pour ça aussi que Singapour a une bonne habitude des émergences, de ce type d'émergence. Et finalement, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On décrit, c'est une chauve-souris. Mais finalement, la chauve-souris, elle est arrivée comment? La chauve-souris, normalement, c'est des chauves-souris frugivores, donc ce n'est pas du tout les mêmes que pour le coronavirus. Elles vivent normalement en forêt, se nourrissent de fruits. Mais là, sur la même époque, depuis quelques années, on avait une déforestation avec la mise en place de palmiers à huile aussi pour le marché international. Et en même temps, on était dans une période de El Niño, La Niña, donc il faisait aussi plutôt chaud, sec, il y a des feux de forêt, donc tout ce qu'il faut pour déplaire aux chauves-souris qui bougent et qui vont là. Donc finalement, on se retrouve avec ce contact qui n'était pas normal, c'est-à-dire finalement une chauve-souris et un cochon, et qui finalement a fait que 105 personnes sont mortes. Heureusement parce que ça a été contrôlé très rapidement sur cette affaire, et puis 1 million de cochons qui ont été finalement éliminés pour pouvoir contrôler l'épidémie. Et généralement, on ne discute pas de l'après. Quels sont en fait finalement comment on gère les épidémies? Ça, c'est important parce que finalement, c'est la réponse. Finalement, la réponse en politique, biopolitique, comment ça s'est pu faire, mais finalement, comment cette réponse politique devient finalement une réponse qui devient la norme après. Généralement, on voit, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'isolement, on fait de la quarantaine, on fait de l'abattage pour les animaux, pour les humains, pas encore, mais après, on met en place biosécurité et biosurveillance. C'est ce qui s'est passé. Finalement, qu'est-ce qu'a fait Singapour? Ils ont fait une réponse biosécuritaire. Ils ont développé une île. Ils ont fait une joint corporation avec une compagnie indonésienne. Ils louent une ville au large de Singapour. Ils ont viré tout le monde pour mettre finalement, vous pouvez zoomer par Internet, et finalement, c'est devenu des fermes totalement industrielles. C'est des méga fermes complètement contrôlées, isolées pour finalement apporter toujours du cochon, toujours nourrir Singapour en protéines animales, mais finalement dans des conditions qu'ils estiment de sécurité optimale, qui répond à rien, parce que finalement on sait que ça peut toujours sortir. La preuve, c'est qu'on a eu la grippe porcine de 2009, H1N1, il n'est pas sorti d'une petite ferme, il est sorti d'une méga ferme nord-américaine. Donc, il est sorti d'un endroit qui était soi-disant biosécurité et biosurveillance. Mais finalement, on voit bien que la réponse, elle est quoi? On ne change pas ses habitudes, on continue toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on renforce uniquement la biosécurité. Et qui paye finalement? Qui est capable de faire la biosécurité? Uniquement ceux qui ont les moyens, les grosses firmes. C'est-à-dire qu'au même moment, finalement, ces réponses de biosécurité et de biosurveillance ont pour conséquence de frapper le petit élevage et finalement la diversité aussi des races locales qui finalement disparaissent au profit de races industrialisées qui sont seules capables de supporter l'élevage concentrationnaire. Alors, la grande accélération des épidémies, parce que tout ça finalement, ces histoires-là, elles se répètent sans arrêt depuis finalement quelques décennies, pas mal de décennies. J'ai repris les données sur les bases de données sur le nombre d'épidémies.
depuis 1940 jusqu'à maintenant, et on voit une augmentation continuelle. Il y a de plus en plus d'épidémies, et on verra de plus en plus d'épidémies partagées. Il y a de plus en plus aussi d'épidémies qui touchent les animaux domestiques. Il y a aussi de plus en plus d'épidémies qui touchent les plantes. Donc, on est effectivement dans un ensemble d'augmentation, une grande accélération des épidémies. On les contrôle, il y a moins de cas. Pourquoi? Parce qu'on a encore des bons systèmes de surveillance. Dès qu'on commence à mettre des problèmes, dès que nos systèmes de surveillance de santé publique ou de santé animale commencent à être défaillants, pas résilients, on voit ce qui se passe, quoi. On a l'exemple typique notamment de la France, par exemple, comment ça peut se passer, mais on a des exemples aussi pour les problèmes de maladies concernant les animaux. Et tout ça, c'est lié avec la grande accélération de l'anthropocène et notamment les passagers aériens, quoi. On doit penser qu'entre 1970 et 2016, on a 1300% d'augmentation du nombre de passagers aériens. On est passé de 500 millions en 1970 à plus de 4 milliards de passagers aériens, et on avait prévu de continuer à augmenter. 2020, c'était prévu, on devait augmenter de 4 ou 5% encore le taux. On devait augmenter d'ici 20 ans, la flotte d'avions devait l'augmenter de 50%. Voilà, donc là, on s'est retrouvé finalement avec quelque chose, et on comprend parfaitement qu'on est dans un système où finalement on a toutes ces connexions et on voit bien comment on est tous connectés, quoi. Et je voulais juste remettre ça, c'est que finalement, si on regarde ce partage d'épidémies, cette augmentation, mais ce partage d'épidémies, c'est-à-dire cette globalisation des épidémies, donc on peut regarder en faisant une analyse de réseau, qu'elle est arrivée vraiment dans les années 60. Dans les années 60, il se passe quelque chose où en fait on a une baisse de la modularité. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pulse de plus en plus, avec un plus grand nombre de pays entre eux, des épidémies. Les épidémies sont de moins en moins locales, nationales, régionales, et de plus en plus pandémiques. Et ça, effectivement, on le dit parfaitement avec l'augmentation de la globalisation, de la marchandise, du transport aérien, mais du transport par bateau, par route. Tout ça fait que finalement, ça émerge et ça se passe beaucoup, beaucoup plus facilement. Si je repasse dans le passé, finalement, on avait la même chose. Quand on regarde la vitesse d'arrivée du choléra en Europe, c'est exactement la même chose. On a vu une accélération de l'arrivée du choléra en Europe avec l'augmentation de la vitesse des bateaux au cours du 19e siècle. Donc, à un moment donné, on était obligé d'avancer vers l'Asie, d'avancer nos points de contrôle sur les potentielles vagues d'épidémies. Et puis, d'un autre côté, on a une perte de biodiversité. C'est ce que j'avais regardé en 2014. Alors, on a quelque chose qui pose question, pas tant que ça. C'est-à-dire que si on regarde la richesse en oiseaux et en mammifères, en espèces dans un pays, c'est totalement corrélé avec la diversité des maladies infectieuses qui ont été reportées dans un pays. Ce qui est normal, finalement, il faut biodiversité, c'est aussi biodiversité des microbes et forcément des pathogènes. Ça existe, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des épidémies. Par contre, si on regarde les épidémies, on s'aperçoit que plus on a de biodiversité en danger, contrôlée pour la biodiversité locale, plus on a d'épidémies de maladies infectieuses, même si on contrôle finalement pour le nombre de maladies infectieuses dans le pays. Donc là, c'est simplement une corrélation, mais il se passe quelque chose. Je les ai repris, ça c'était en 2014, j'ai repris les mêmes données en 2020. On trouve toujours un peu la même chose, alors c'est un peu plus corrélé, il y a les statistiques, mais on voit qu'on commence à perdre la relation avec la biodiversité. Et en le retestant, donc on voit que finalement, qu'est-ce qui explique tout ça? Eh bien, c'est l'augmentation de l'animal d'élevage, de l'animal de rente. L'animal d'élevage qui a augmenté de façon considérable de par les pays, ça augmente les épidémies, mais finalement, ça baisse, ça fait une augmentation des espèces en danger, et tout ça, ça fait qu'on perd en fait en même temps la régulation. Finalement, qu'est-ce qui se passe? L'augmentation de l'élevage fait qu'on va perdre de la forêt, perdre des territoires qui ont été multifonctionnels. Pour faire quoi? Pour faire finalement de la monoculture commerciale, du palmier à huile, du maïs, du soja. Tout ça, on sait que c'est aussi relié avec des épidémies potentielles, mais surtout avec une perte de la résilience écologique et la perte finalement de ce qu'on appelle des régulations, c'est-à-dire il n'y a plus de prédateurs pour relier des réservoirs ou des vecteurs, il n'y a plus de compétition pour relier évidemment
contrôler les réservoirs explosent ou les vecteurs explosent. Voilà, on crée les conditions même pour enclencher des épidémies. Et finalement, on voit qu'on a quelque chose qui est assez terrible parce que ces épidémies, avec l'augmentation de la masse en bétail, notamment avec la perte de biodiversité, bah, finalement, on avait atteint un plateau en 2014-2010, cet effet-là, quoi. Maintenant, la perte de la biodiversité tellement totale, quoi. Ce qui contribue vraiment à nos augmentations, finalement, c'est certainement la perte d'habitat et c'est en fait cette expansion globale, généralisée de l'animal et de l'animal d'élevage. Donc ça, et je voudrais finir un peu là-dessus pour dire que, en fait, ça nous fait réfléchir cette relation et on a un problème finalement avec les animaux. On a un problème avec les animaux domestiques, on a un problème avec les animaux sauvages et on a un problème finalement avec cette écologie de la transition. Alors voilà, j'ai repris une IPA, donc là j'ai fait une erreur. On va reprendre juste là. Finalement, qu'est-ce qu'on voit? On a repris une base de données sur tous les virus potentiels qui circulent sur les mammifères et sur les humains. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit finalement que là, c'est un peu le partage qu'on a avec tout ça, quoi, et notamment avec les humains. Les primates sont importants pour nous. Ils continuent à nous donner des virus. Pensons que Zika, Chikungunya ont émergé en 1950 d'Afrique, de primates non humains. Ils sont passés sur un vecteur qu'on a bougé partout, enfin deux vecteurs, les Aedes albopictus et Aegypti, ils ont été partout. Les rongeurs aussi, on pense aussi à un certain avis, les carnivores, les chiens, tout ça, mais surtout les artiodactyles. Et finalement, les chauves-souris qui sont un peu plus récentes, qui ne sont pas tant que ça, et sont plus récentes. Et ils sont plus récentes et je crois qu'on peut aller finalement revenir à nos coronavirus et notamment à nos bêta-coronavirus qui ont été émergés. Ce n'est pas la première fois, mais on a aussi des rongeurs qui nous ont donné en fait, ces coronavirus qui ont émergé sur les humains, mais on voit l'importance de ces hôtes intermédiaires toujours et qui sont pour la plupart des animaux qu'on a en élevage depuis longtemps, cochons ou les chameaux, quoi, les vaches, même les lamas, et puis des animaux qui sont mis en ferme depuis un peu plus récemment, notamment quelques années avant, donc, en Chine, notamment les civettes, qui sont mis dans des élevages de ferme. On fait aussi des civettes pour faire du café civette, quoi. Donc, on a tout ça. Donc, on a créé finalement ces nouveaux liens avec les chauves-souris. Les chauves-souris, finalement, commencent à rentrer au travers de l'animal domestique ou à travers de l'animal mis en élevage avec nous et sur les autres. Alors, les rongeurs, par contre, ils sont évidemment associés avec nous depuis bien plus longtemps. Finalement, on a cette amplification animale qui vient de plus en plus importante et qui fait finalement ce rôle alors avec des animaux qui finalement aiment très bien les humains, quoi. Donc qui sont aussi bien des vecteurs. Je vous ai parlé de ces moustiques qui adorent les humains et qui finalement sont transportés sur toute la planète. Pensons au moustique tigre qui en fait est sorti de l'Asie assez récemment, qui est arrivé en Europe il n'y a pas très longtemps et qui continue à progresser en Europe maintenant. Et puis, ben voilà, s'il se passe quelque chose, si quelqu'un apporte la dengue ou Zika ou chikungunya dans le sud de la France ou en Italie, potentiellement, on a des démarrages d'épidémies potentielles. Alors, si on a un bon système de santé publique, on contrôle. Et finalement, c'est ce qu'on appelle ces spillovers, ces passages de trucs, s'en font souvent par cette amplification humaine, animale, domestique ou synanthroprie avec les humains. Donc, c'est un peu cette question qu'il va falloir retravailler finalement, cette interdépendance que nous avons entre biodiversité, et je mets dedans la diversité microbienne qui est aussi utile, la biodiversité de nos liens avec les écosystèmes et des liens en société. C'est ensemble qu'on doit travailler. Et je finirai avec un appel finalement parce que je trouve que c'est là qu'on se retrouve plus à discuter, pas tellement avec des considérations comme le One Health que je critique avec ses approches des fois trop dominées par, je dirais, le paradigme de la médecine vétérinaire ou de la médecine humaine, c'est-à-dire très réductionniste, et de biosurveillance et de biosécurité, mais de considérer finalement la santé dans la santé planétaire, telle que finalement la Fondation Rockefeller et le Lancet ont pu le définir avec santé planétaire.
et en reprenant finalement les limites planétaires de Rockström qui concernent le climat, l'intégrité, la biosphère, les changements dans l'usage des terres, de l'eau, et finalement de considérer que la santé planétaire, c'est vraiment la compréhension du lien entre santé humaine et civilisation qui dépendent de systèmes naturels. Ça, c'est pas nouveau parce que finalement, c'était déjà dans la déclaration de 1968 de la santé, de l'écologie humaine donnée par l'UNESCO à Paris. On l'avait déjà, tout était déjà dit. On l'a complètement oublié, mais c'était déjà là. Alors après, ils sont très optimistes en disant que les solutions sont à portée de main, mais on redéfinit un peu la prospérité, la qualité de vie, l'intégrité, quoi. Mais je trouve qu'il y a la fin qui moi, m'interroge en tant que scientifique, parce que finalement, c'est là qu'on voit nos limites actuelles, que le système actuel de gouvernance et surtout d'organisation des connaissances humaines sont totalement insuffisants pour faire face aux menaces pour la santé planétaire. Et je crois que l'émergence du SARS-CoV-2 et la COVID-19 en est un exemple parfait. Et je vous remercie. Et je fais justement mon nouvel ouvrage, qui est une publicité gratuite. Ça, c'est certifié Fayard. Merci beaucoup. Et j'ai fait 28 minutes. Voilà. Merci Serge. Parfait pour le timing et excellente présentation, très stimulante. Et merci de montrer vos ouvrages aussi. Je cherche sur Internet, c'est bien L'homme, la faune sauvage et la peste qui est paru chez Fayard en 2020. Sa parution récente m'avait échappé. Voilà. Je vais passer la parole à Guillaume, s'il veut bien, pour enchaîner. Est-ce qu'on enchaîne ou on On évoquait peut des prendre questions? des questions ou des commentaires si vous le souhaitez, si certains d'entre vous en ont. Moi, j'ai une petite question, Moi mais aussi. ah ben, alors, on peut y aller. Non, ben, ma question, c'est que j'étais très frappé. Vraiment, merci. C'était extrêmement intéressant de t'écouter. Et j'ai vraiment compris que tu faisais ressortir finalement le rôle des autres intermédiaires en fait, dans l'émergence. Et c'est quand même un peu pour toi la pièce du puzzle ou la courroie de transmission qui est vraiment importante à comprendre. Et je me demandais si tu pouvais en dire un peu plus, et c'est un peu te tendre une perche aussi vers ce que tu as évoqué dans d'autres conversations sur les coronavirus en Asie du Sud-Est, mais est-ce que ces autres intermédiaires peuvent jouer des rôles qui soient aussi protecteurs dans d'autres formes d'élevage, en fait, et qu'en fait, tout est dans la forme de l'élevage, mais alors, quid des autres formes d'élevage plus extensifs ou domestiques, que sais-je, et de leur rôle dans l'économie des virus, quoi. Oui, c'est une très bonne question parce qu'on se la pose avec un de mes collègues, donc plus avec des approches finalement d'immunologie comparée. Finalement, quand on vit, et je vois bien, puisque moi je travaille beaucoup avec des communautés, hein, ça fait 10 ans que je travaille, que je suis en fait, on fait des projets collaboratifs sur différents aspects, des questionnements d'ailleurs par les communautés, les administrations, et puis nos questionnements. Et on voit finalement des co-infections des gens, quoi, avec plein de choses, quoi, notamment sur des rickettsia, sur plein de choses, quoi. Et ils sont en bonne santé. Ils sont totalement en bonne santé. Donc là, on vient juste de discuter ce matin avec mes collègues de la faculté de médecine tropicale. Donc, ils ont testé, bon, ça ne teste pas beaucoup en Thaïlande. Finalement, ils ont testé, ils s'aperçoivent que il y a beaucoup de gens qui sont finalement été positifs, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été en exposition. Alors, ils ne savent pas avec quoi, mais avec des coronavirus. Donc, c'est très possible que finalement, on peut avoir, et on a les populations locales, notamment Thaïlande, Vietnam, Laos, Myanmar, Sud-Chine, ont été finalement relativement protégées en tout cas de la mortalité de ce coronavirus, parce que finalement, ils sont continuellement exposés à des coronavirus très proches d'animaux sauvages ou d'animaux domestiques, au passage par les animaux domestiques. Donc finalement, on a c'est pour ça que finalement la diversité par l'immunité peut nous protéger. Donc le côté, c'est que finalement, c'est pourquoi finalement plutôt ma question, c'est que finalement on doit passer sur des résiliences, mais
finalement, parce que quand on regarde ce virus à l'heure actuelle, il est très bien adapté à l'humain, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose qui pose question. Alors, si on ne part pas dans une théorie qu'il a été finalement manipulé au laboratoire, mais si en fait il était déjà adapté à l'humain, bien adapté, c'est-à-dire qu'il a circulé pendant longtemps. Et c'est potentiel, c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible qu'il ait circulé pendant quelques années ou dans des communautés locales, totalement silencieux, en faisant rien du tout. Et c'est finalement au détour d'une relation, finalement, d'une connexion, que s'il arrive dans un hub comme Wuhan, poum, c'est là que ça démarre, quoi. Donc finalement, c'est plutôt cette connexion, quoi, cette relation, quoi. Finalement, la modularité nous protège, que je disais toujours, mais finalement, si on perd de la modularité, c'est-à-dire que si on augmente la connexion, on crée les problèmes. Moi, j'ai une petite question de Béotien, et pardon d'avance, Serge, aussi. Non, Vous avez non. répété certaines choses, mais je, je- je voudrais comprendre le rôle protecteur de la biodiversité. Ouais, Je comprends comment la destruction de la biodiversité peut ouais. augmenter les risques de pandémie, mais en quoi la biodiversité en elle-même exerce-t-elle un rôle protecteur? Parce qu'à l'image de la Alors, biodiversité, c'est la forêt tropicale, donc c'est plein de maladies ouais. infectieuses. En fait, on craint moins par exemple, on craint moins de transmission en pleine forêt, quoi, que finalement dans une forêt qui est en défrichement, quoi, par exemple. Alors, c'est vrai que c'est finalement là qu'on a dans ces écotones, dans ces nouvelles choses, quoi. En fait, on pourrait prendre l'exemple de l'agriculture, quoi. Je pense que les agricultures traditionnelles, c'est surtout de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Finalement, de faire des paysages composites, des agricultures composites, il n'y a pas d'épidémie, ils n'ont pas de problème sérieux. Ou s'il y a un problème sur une culture, finalement, elle est complètement faite. Si on fait de la monoculture, on crée le problème. L'exemple typique, c'est la betterave, quoi. Ben voilà. Ouais. C'est que si on fait de la betterave, ben là, on se met finalement à risque. Parce que si on fait que de la betterave, on se met à risque. Pourquoi? Parce que finalement, oui, on a une plus grande biodiversité, mais on a beaucoup plus de régulation. C'est-à-dire que les parasites, les transmissions sont à faible bruit. Exemple typique, on n'a toujours pas trouvé le virus Ebola. On a quelques évidences, mais on n'a jamais pu sortir le virus Ebola d'une chauve-souris en Afrique pour l'instant. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup d'argent, il y en a toujours beaucoup d'argent pour le sortir, quoi. Pourquoi? Parce que finalement, ce virus, il circule à très bas bruit. Il est finalement, bah voilà, il y a de temps en temps, et notamment ça dépend de l'immunité, ça dépend de tout ça, quoi. Et donc en fait, il circule. Par contre, et c'est comme un peu finalement ces virus qui, comme la dengue, Zika, chikungunya, qui circulaient finalement dans des primates non humains, où finalement d'un seul coup on commence à créer les conditions qui font que finalement on perd ces régulations. On perd les régulations qui sont ce qu'on appelle nous des services écosystémiques de régulation des maladies, quoi. Alors, on a beaucoup plus. On a l'exemple typique aussi sur les forêts, quoi. Les forêts multicomposites, multifonctionnelles, je dirais multi-espèces, elles résistent mieux au stress hydrique, elles résistent mieux aux tempêtes, elles résistent mieux aux maladies. Plantées monoculture, même âge, bah, elles résistent à rien. On a une tempête, tout tombe, on a un stress hydrique, tout meurt, on a une maladie tout s'infecte. Voilà, donc c'est une sorte finalement, on augmente les régulations. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on a une demande de précision ou une question de Ève, c'est ça? Ah, bonjour. Oui, c'était très intéressant cette explication par rapport au fait que pourquoi en Thaïlande il n'y a pas beaucoup de cas graves, au Cambodge c'est pareil, et pour l'Inde, pour le coup, il n'y a pas eu d'autres circulations d'autres coronavirus, il n'y a pas eu. Non, mais il y a plein de questions. C'est vrai que c'est. Bonjour Eve, hein, ça fait plaisir de se voir, pas de pas, enfin on se voit pas, mais au moins de s'entendre. Et non, non, il y a beaucoup de choses qui se posent. Alors, il y a plein de choses qui s'est passé parce que finalement, au début de l'infection, et c'est ce matin qu'il y avait mon collègue qui est un médecin qui bosse là-dessus aussi, qui est un virologue aussi et un infectiologue. Et on s'est retrouvés à un moment donné, entre janvier et jusqu'à février, on portait tous des masques.
On portait tous des masques. Pourquoi? Pas à cause du coronavirus, mais parce qu'on n'a jamais eu un tel taux de pollution. En fait, Bangkok était la 3e ville la plus polluée au monde et Chiang Mai était devant Delhi, quoi. Donc, on avait des taux de PM2.5 qui étaient hallucinants. Moi, j'ai sur mon smartphone, j'avais des couleurs que j'avais encore jamais vues, quoi. Et certainement que ça nous a protégés, quoi. Finalement, il y a déjà eu ça, quoi. Et c'était le cas de pas mal de villes d'Asie, de Vietnam, tout ça, quand on était tous sous masque, quoi. Donc là, il y a peut-être eu ça, quoi. Finalement, si le fait d'être sous masque, qui fait aussi que même si les masques protégeaient, et surtout s'ils ne protégeaient pas, finalement, on avait des faibles doses d'infection. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir du virus, mais la dose était suffisamment faible pour ne pas nous créer une pathologie, pour ne pas créer finalement une infection gravissime, parce qu'on ne pouvait pas, mais pour finalement nous faire un peu des boosts, finalement comme une sorte de vaccination, ou moins, je dirais, la vaccination, la variolation, comme on appelait à l'époque, c'est-à-dire avec une faible dose, quoi. Donc, il y a tout un ensemble. Le problème de l'Inde pose question. Alors, est-ce que c'est lié aussi finalement au type eux, ils ont été beaucoup plus impactés avec du Nipah aussi, toujours, on a toujours entendu ça, quoi. Est-ce que c'est finalement pas les mêmes types de chauves-souris, les mêmes coronavirus qui circulent? Est-ce qu'il y a d'autres conditions? C'est compliqué. Et c'est compliqué aussi parce qu'on voit finalement la Malaisie, ça repart. Là, ça y est, les conditions ne sont pas très bonnes encore. Philippines, Indonésie, ça ne va pas du tout, quoi. Donc, on a encore plein de questions qu'on ne comprend pas sur cette épidémiologie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Serge dans l'immédiat? Oui, une petite question. Merci beaucoup, hein, Serge. Moi aussi, enfin moi je suis totalement béotien, mais fasciné par ces questions-là. J'avais juste une petite demande de précision sur un problème qui est, j'imagine, important. C'est le problème spécifiquement sur lequel vous concluez, qui est la question de l'organisation des connaissances. C'est-à-dire, Ouais. est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que moi, je ne vois pas cette thèse-là, par exemple, cette thèse du problème lié à la biodiversité, comment ça s'organise, qui porte un peu cet argument-là? Est-ce qu'il est reçu? Est-ce qu'il est bien accueilli? Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment ça s'organise? En fait, ça m'a renforcé parce que ça, c'est quand même sorti donc, il y a quelques années, quoi. Et finalement, la gestion, parce qu'on parle toujours de One Health, quoi, mais dès que finalement ça devient humain, un problème humain, on voit finalement que la réponse est biopolitique, mais c'est les médecins qu'on contrôle, quoi. C'est les médecins. Donc tout de suite, quoi. Donc finalement, ça peut être une maladie qui a une origine animale, une origine domestique, mais c'est les médecins, quoi. Donc les vétérinaires, on peut dire, ben non, mais ça nous concerne aussi, on ne les écoute pas, quoi. Donc finalement, on voit bien il y a quand même un problème Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a plusieurs points qu'on commence à travailler en termes que j'essaie de construire en termes de ce que j'appelle une sociale écologie, hein, de la santé. Finalement, on travaille en silo, on a des frontières, on a ce qu'on appelle les boundary building. On ne discute pas, chaque département. L'OMS demande qu'on doit faire la santé dans toutes les politiques, on est loin de le faire, hein, mais ça sera aussi l'environnement dans toutes les politiques. Finalement, chaque fois, on répond par silo. Et en même temps, on considère les citoyens, les communautés, et paradoxalement, moins en Thaïlande, moins en Asie, hein, donc, où je pratique en termes, on voit que l'importance de la santé publique et l'importance finalement de la santé communautaire, de la prise en main par les communautés de la santé, on infantilise les citoyens par rapport à leur santé. Là, c'était très clair. Covid-19, c'était très clair. On a des messages contradictoires d'ailleurs d'experts qui viennent nous dire finalement qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'on doit faire et tout ça, quoi. Et donc, ça veut dire qu'on doit aussi réfléchir on doit changer complètement. L'éducation à la santé, c'est pas ça, quoi. Donc, ça doit être finalement retravaillé et c'est un travail de fond. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit que les sciences sociales, c'est elles qui doivent prendre le lead. C'est-à-dire qu'on ne doit pas demander aux sciences sociales de nous aider. Elles doivent prendre le lead. Elles doivent prendre vraiment ça doit être elles qui doivent faire. On voit très bien dans le conseil scientifique qui normalement conseille le gouvernement, qui parle d'ailleurs avant le gouvernement, ce qui est quand même assez incroyable pour un conseil scientifique et notamment pour éclairer. Il parle avant que le gouvernement ait décidé quoi que ce soit. Mais on n'a que des médecins. On a une veto, mais qui est une directrice d'unité, et on a un ou deux sciences sociales qu'on n'entend pas beaucoup, finalement. Alors évidemment, les gens de l'environnement, c'est encore moins. En fait, les
l'écologie, ça c'est l'écologie, l'histoire environnementale, enfin tout ça, c'est pas du tout. Et alors que là, je pense que c'est ça qu'il faut reprendre. C'est finalement, on doit recréer finalement, si on veut recréer la confiance, si on veut recréer une santé publique, on doit la recréer avec les citoyens. C'était ça un peu mon message. Très clair, merci beaucoup. D'autres questions? Alors peut-être on peut prolonger en prenant les réflexions de Guillaume, si tu veux. Ton micro n'est pas... Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation également. Vous allez voir que ma présentation a un autre point de départ et prend un autre chemin que celle de Serge, mais pour arriver largement à des perspectives, je pense, qui se ressemblent avec beaucoup d'affinité sur cette nécessité d'une compréhension écologique des épidémies et écologie dans un sens très large, en fait, qui inclut des formes politiques, des infrastructures, des techniques, etc. Mon point de départ, et c'est un point de départ familier, c'est un peu comme Serge, comment je commence mes présentations avant 2020 et après. Donc là, je vous le fais dans le style avant 2020. Et c'est important de se souvenir que notre compréhension de l'émergence des pandémies et en particulier les récits qui ont dominé disons, les arènes de la santé internationale, de ce qu'on appelle la santé mondiale, la global health en anglais, ces récits-là, c'est des récits qui étaient des récits tout à fait en place avant la pandémie. On n'a pas découvert le risque pandémique, évidemment, ou la question de la préparation aux pandémies avec le coronavirus. Donc, mon point de départ, c'est ces récits d'émergence qui structurent un peu l'univers de la santé mondiale, qui en tout cas l'a structuré avant 2020, qui sont des récits très puissants, qui ne sont pas seulement des récits, mais qui sont aussi des cadres de recherche et des cadres d'intervention sécuritaires contre les pandémies et qui ont là encore dominé nos approches de la préparation en pandémie depuis au moins une vingtaine d'années. Et donc, ces récits sécuritaires de l'émergence des pandémies sont puissants et mon point de départ, c'est qu'ils sont aussi problématiques et je vais essayer de montrer pourquoi ils sont problématiques et puis comment on peut essayer de réouvrir ces récits et de parvenir à d'autres manières de comprendre l'émergence des virus et des maladies infectieuses. Ces récits prennent des formes scientifiques, comme ici un article co-signé par Nathan Wolf, dont on va un peu reparler, et Jared Diamond, que je ne présente pas. Cette vision des pandémies, elle est puissante, elle n'est pas très subtile, et elle se fonde sur d'abord le thème de la transgression et de la transgression en particulier des barrières entre espèces, et ici tout un ensemble de pathogènes, bon, en particulier les VIH et un virus comme le virus Ebola sont présentés comme étant une conséquence de la consommation de viande de brousse, la bushmeat en anglais, et donc qui produit ce genre d'iconographie à la fois scientifico-médiatique, puisque c'est des photos qu'on retrouve dans des publications de premier plan dans les grands journaux scientifiques aussi. Transgression des barrières d'espèces et transgression des frontières, avec cette idée que dans un monde, bon, là c'est peut-être là où on pourrait avoir d'ailleurs des nuances entre nous avec Serge, mais ce récit d'émergence, il fait de la mobilité humaine quelque chose de problématique, en tout cas d'un point de vue de la santé, et dans le monde où les gens restaient à leur place, et là en particulier dans cette présentation de Nathan Wolf, dans le monde où les Africains restaient à leur place, ce qui arrivait en Afrique centrale restait en Afrique centrale, et aujourd'hui dans ce monde interconnecté que les virologues parfois semblent déplorer, ce qui se passe en Afrique centrale ne reste pas en Afrique centrale. Donc, double transgression de frontières d'espèces et puis de frontières géographiques qui produit l'émergence. Et face à ça, la santé mondiale et donc tous ces acteurs qui sont à la fois chercheurs, philanthropes ou qui
appartiennent à des organisations de santé publique, proposent une politique des solutions simples, pour reprendre une expression de l'anthropologue Julie Livingstone, une politique solutionniste et en particulier de solutions techniques de surveillance. Et c'est ici, par exemple, les initiatives de ce chasseur de virus californien Nathan Wolf qui a créé plusieurs startups depuis une vingtaine d'années, là aussi, pour arrêter les virus avant qu'ils ne deviennent pandémiques, donc les arrêter dans la jungle avant qu'ils n'arrivent dans la ville. Donc, cette politique des solutions simples, c'est comme ça imposé, et si on veut être méchant, avec le succès que l'on sait pour prévenir les pandémies. Et dans le cas de l'Afrique centrale, cette politique des solutions simples, c'est-à-dire des réseaux de surveillance, des techniques de monitorage avec des smartphones, etc., des contacts avec les singes, c'est des interventions qui sont restées largement fictives. On a vu avec Serge comment ces interventions biosécuritaires, dans le cas de Singapour et de l'élevage porcin, parfois ne sont pas du tout fictives, et cette biosécurité, elle a une matérialité parfois extrêmement lourde. Ce n'est pas mon cas dans l'univers de l'Afrique centrale. Alors, ce que je propose pour essayer de penser les limites, enfin penser à la fois la puissance de ce modèle sécuritaire, mais aussi ses limites et les manières dont on peut raconter l'histoire autrement, et puis travailler aussi autrement en santé publique. C'est un projet qu'on pourrait, pour le qualifier en termes latouriens, pour faire un peu de nationalisme Sciences Po, mais essayer de faire atterrir la santé mondiale, c'est-à-dire de la réenchasser dans des territoires et réenchasser la compréhension de l'émergence des virus, dans des territoires, dans des écologies, et essayer de se défaire de cette view from nowhere, de cette vue de nulle part qui définissait un peu la compréhension des épidémies comme des phénomènes globaux, vers une vue qui est celle, et je reprends exactement ce que disait Serge en conclusion, une vue qui est celle notamment de cette approche de santé planétaire qui essaye un peu de réenchasser, de réencastrer la compréhension de la santé humaine et des épidémies dans des écologies qui sont aussi des écologies politiques et sociales. Alors, cette perspective écologique sur les épidémies, c'est ce que je vais essayer de vous montrer à partir d'une étude de cas qui correspond en fait à des travaux que j'ai menés pendant assez longtemps au Cameroun, et qui mêlent histoire, ethnographie et études des scientifiques eux-mêmes et des chasseurs de virus eux-mêmes. Cette approche, excusez-moi pour cette diapo en anglais qui s'est glissée, mais cette approche d'atterrissage de la question de l'émergence, faire atterrir les pandémies, etc. Ce n'est pas juste les regarder au ras du sol depuis le local, mais c'est un travail de redescription, un peu comme ceux qu'a très bien montré Serge, par exemple, à propos du virus Nipah, redécrire l'émergence des pandémies, redécrire l'émergence des épidémies ou l'émergence des pathologies dans des constellations d'êtres qui sont des chauves-souris, des virus Nipah, des cochons, mais aussi des transformations du paysage, la culture du palmier à l'huile, les échelles d'élevage, etc. Donc, un travail de redescription de ces constellations pathologiques, et puis un travail que j'appelle un travail de traçage des liens entre humains, animaux, virus et infrastructures, technologies, etc. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans une petite histoire de l'émergence, en particulier du VIH, les virus du sida, au Cameroun et en Afrique centrale plus généralement. Donc, essayer de vous proposer d'autres récits de l'émergence virale, avec un petit mot de méfiance par rapport à moi-même, et c'est beaucoup l'épidémie de coronavirus qui m'a un peu incité à penser comme ça, c'est qu'en écrivant ces autres récits de l'émergence virale, et dans mon cas, vous allez voir que c'est un récit qui donne une place beaucoup plus grande pour comprendre l'émergence du sida, une place beaucoup plus grande aux interventions humaines, à l'histoire politique, en particulier à l'histoire coloniale. Un des risques en proposant ces autres récits, c'est de précisément rester dans des récits, et dans des récits qui donnent sens à l'épidémie en la faisant dépendre d'interventions humaines. Et cette volonté de donner sens, y
y compris de donner sens historiquement ou politiquement à une épidémie. C'est aussi un piège, et ça c'est une leçon que nous avait livrée Susan Sontag dans les années 80 à propos du sida, c'est le piège de trouver un sens à l'épidémie, alors que l'épidémie peut ne pas en avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est une sorte d'avertissement qu'il faut garder en tête et pas en faisant une histoire, dans mon cas environnementale et politique, de l'émergence du VIH, pas n'en faire qu'une conséquence presque prévisible de l'histoire humaine et pas repiéger ces histoires d'émergence virale dans des récits à la fois téléologiques ou surdéterminés par des valeurs, etc. Et cet avertissement, je trouve qu'il est très joliment énoncé par Charles Nicolle, qui est un des grands pastoriens, un des grands disciples de Pasteur, fondateur de l'Institut Pasteur de Tunis, donc c'est un pastorien colonial, hein, une personnalité fascinante, hein, qui écrit en 1933 que pour lui, il faut arriver à penser les épidémies comme des phénomènes aveugles, sans logique. Et il utilise des termes qui m'intéressent beaucoup, puisqu'il dit que ce qui est fascinant dans ces épidémies, c'est que, alors certes, il y a toute l'inventivité, toute la vitalité des phénomènes darwiniens, d'essai-erreur qui font qu'un pathogène émerge, mais c'est aussi ces conditions imprévisibles et, pour parler du point de vue de l'intelligence, absurdes qui l'assurent. Et donc, il faut arriver aussi à penser la question de ces émergences comme des phénomènes absurdes. Et je crois que ce que racontait Serge va tout à fait dans ce sens. Hein. L'émergence du virus Nipah, ça arrive à comprendre des liens improbables. Mais pas juste au sens où ils ont peu de chances d'avoir lieu, mais au sens où ils sont incongrus, en fait. Et le fait que Bangkok ait peut-être été protégé par la pollution atmosphérique et le fait que les gens mettent des masques, on est là encore dans des conditions d'émergence qui ont une part d'absurdité et où il ne s'agit pas d'aller plaquer un récit qui aurait forcément un sens moral ou politique sur les bonnes et les mauvaises manières de vivre pour ne pas avoir d'épidémie. Donc ça, c'est un petit flash, disons, derrière de prudence, un petit rappel de prudence. Alors, l'émergence du VIH au Cameroun, donc c'est une histoire qui a été très importante pour définir cette approche sécuritaire de l'émergence des pandémies. C'est une grande success story scientifique, puisque c'est au Cameroun qu'ont été isolées des dizaines de souches de virus, d'abord de VIH, donc les différentes sous-espèces de VIH, si vous voulez, et de ce qu'on appelle les SIV, qui sont les virus de l'immunodéficience simienne, qui d'ailleurs provoquent peu d'immunodéficience chez les singes, mais qui sont donc les virus frères du VIH qui circulent chez les singes, des petits singes et des grands singes comme les gorilles et les chimpanzés. Donc, le Cameroun a été un terrain très étudié, en particulier par ces chasseurs de virus américains que j'évoquais en introduction et qui a donné lieu à une véritable success story avec beaucoup de virus isolés, beaucoup de brevets déposés avec des conséquences industrielles et puis des success stories scientifiques qui permettent ensuite, quand on a trouvé le virus et quand on a fait rentrer tout ça dans un récit de catastrophes à venir et d'émergence à venir, ça permet de faire des conférences TED, ça permet de créer des startups, etc. Donc, c'est pour vous dire, c'est pas une histoire périphérique, mais c'est une histoire qui était un peu au cœur de l'excitation autour des virus émergents depuis le milieu des années 90 et en particulier dans les années 90. Cette saga camerounaise, elle a permis, cela dit, une compréhension extrêmement riche et puissante de la façon dont le VIH est arrivé dans les populations humaines au XXe siècle, des travaux qui ont été permis par des progrès, là encore dans les années 2000, des approches de phylogénie moléculaire qui, je passe vite là-dessus, mais qui sont des approches qui, à partir des séquences virales, et aujourd'hui c'est très facile de séquencer un virus, y compris un virus de singe, simplement en ramassant les crottes des singes en forêt, à partir de ces séquences virales, on peut construire des arbres phylogénétiques qui retracent les liens de parenté entre les virus et à partir des distances évolutives entre ces différents virus. Donc, on fait un arbre de liens de parenté, puis on peut aussi introduire une dimension temporelle dans l'histoire. Et donc, les données camerounaises ont été comme ça extrêmement importantes, puisqu'on a d'abord trouvé dans le sud-est du Cameroun des chimpanzés qui ont un virus très proche des VIH1-M. Donc, M, c'est main, c'est le major, c'est le principal groupe de VIH1 dans le monde. Aujourd'hui, 90 ou 95% des cas de sida sont causés
par ces virus rouges, qui sont donc des virus dont l'ancêtre chez les chimpanzés circulait au sud-est du Cameroun. Et on a aussi trouvé toutes sortes de curiosités au Cameroun, c'est-à-dire d'abord ces VIH1N, P et O en bleu ciel, marron et bleu foncé, qui sont des virus, qui sont des VIH qui provoquent le sida, mais qui circulent presque exclusivement au Cameroun. Donc c'est des raretés, c'est des curiosités de virologues, mais ces curiosités de virologues, elles sont d'autant plus intéressantes que dans les mêmes régions, chez les chimpanzés ou chez les gorilles, ici dans le cas du VIH1P, on trouve des virus très proches de ces virus humains. Donc en gros, au Cameroun, on a plusieurs épidémies de sida indépendantes qui ont été provoquées par des transferts indépendants de différentes espèces de singes, chimpanzés, gorilles en l'occurrence, aux humains. Et on a un peu la même histoire, on pourrait en parler en Afrique de l'Ouest avec le VIH1-2, qui est un virus beaucoup moins important, mais qui est lié à des espèces de petits singes cette fois. Et puis, ce que peuvent faire les virologues, donc, c'est de calculer, à partir des distances évolutives dans ces arbres, la date de l'ancêtre commun des virus qui circulent chez les humains, ce qui permet de dater en fait le moment où l'épidémie a commencé chez les humains. Et on trouve pour ces 3 familles de virus de VIH camerounais des dates qui concernent le début du XXe siècle principalement. Et bon, pour le VIH1N, c'est un peu plus tard, mais c'est des dates qui ont des intervalles de confiance encore très, très larges. Mais donc, en tout cas, les virologues, et c'est ça qui est joli scientifiquement, identifient une fenêtre spatio-temporelle, donc en gros le Cameroun, peut-être plus largement le bassin du Congo ou l'Afrique centrale, au début du XXe siècle, comme le moment où ces virus de singes, qui circulent chez les singes depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années, sont passés dans l'espèce humaine. Et donc, ils ne sont vraisemblablement pas passés avant, ou en tout cas, ils ne sont pas devenus épidémies avant, et puis ils ne sont pas passés après, c'est-à-dire que depuis les années 50, on n'a pas vu d'autres émergences de VIH dans l'espèce humaine, alors que c'est un peu comme la chauve-souris porteuse d'Ebola qu'évoquait Serge, qu'on a beaucoup cherché avec des millions de dollars et qu'on n'a jamais trouvé. Aujourd'hui, on a beaucoup surveillé les chasseurs de singes au Cameroun et on n'a jamais trouvé un chasseur de singes infecté par le VIH ou une famille de chasseurs de singes infectés par le VIH. Donc il y a une fenêtre spatio-temporelle, mais il y a une compréhension un peu causale de pourquoi l'épidémie a commencé là et à ce moment-là qui manque. Et c'est là où il est intéressant de se tourner vers un autre virus dont vous avez tous entendu parler, puisqu'il s'agit du prix Nobel qui a été décerné hier, le virus de l'hépatite C. Donc, c'est un prix Nobel qui met la lumière sur cette pathologie, qui est une pathologie extrêmement importante en termes de santé publique, puisque le virus de l'hépatite C provoque des cancers du foie. C'est la principale cause mondiale du cancer du foie. Et c'est donc un virus qui a été découvert très tardivement, après le VIH, dans les années 80, principalement comme une pathologie liée à la transfusion sanguine ou à des gestes médicaux impliquant le sang. Et il se trouve que le Cameroun est aussi un terrain qui est très intéressant pour les virologues en ce qui concerne ce virus de l'hépatite C, puisque on trouve au Cameroun un taux très important de circulation de ce virus chez les populations âgées. En particulier, là c'est un article du début des années 2000, chez les gens qui avaient plus de 50-60 ans au début des années 2000. Donc des gens qui sont plutôt nés avant les années 60, voire les années 50. Et ce que les épidémios et les virologues du Centre Pasteur du Cameroun, donc une institution liée au réseau colonial de l'Institut Pasteur, comme celle de Charles Nicolle que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'ils ont montré, c'est que cette augmentation de la prévalence avec l'âge, le fait que les vieux sont très touchés et les jeunes très peu, elle était en fait liée non pas à la simple accumulation de risques au cours de la vie, ce qu'on voit avec beaucoup de maladies infectieuses, mais à un événement, ce que les virologues appellent un effet cohorte, puisque en fait, si on aligne les courbes non plus sur l'âge mais sur la date de naissance, on voit qu'elles s'alignent beaucoup mieux et qu'en fait donc il s'agit non pas d'un effet lié à l'âge mais lié à la date de naissance, donc lié à l'appartenance à une cohorte historique spécifique qui est le fait d'être né avant les années 60 augmente considérablement votre risque d'avoir été infecté par le virus de l'hépatite C. Là encore, la phylogénie moléculaire permet
de confirmer cette hypothèse, puisque à partir des arbres phylogénétiques, par des techniques un peu plus élaborées, on peut reconstruire la démographie de la population de virus et essayer de voir à quelle période elle s'est transmise exponentiellement. C'est des choses qu'on fait avec le Covid et qui corrèlent très bien avec l'épidémiologie. Et on montre dans le cadre du virus de l'hépatite C, donc ça c'est des travaux auxquels j'ai eu la chance de participer comme historien de service, disons, on montre que la croissance du virus de l'hépatite C a été exponentielle à partir des années 40, et donc selon les sous-types d'hépatite C, on trouve des dates différentes, mais donc il y a eu une fenêtre de transmission exponentielle de ce virus de l'hépatite C au milieu du XXe siècle au Cameroun. On trouve un peu la même chose si on fait les mêmes analyses avec les VIH camerounais, comme le groupe O, où on montre là aussi, avec ces techniques, une croissance exponentielle du virus dès les années 50, donc quelque chose d'assez ancien par rapport à l'épidémie de sida plus tard. Alors, le virus de l'hépatite C, je le disais, c'est un virus qui a un problème de santé publique important au Cameroun, mais plus encore en Égypte, et c'est pour ça que je fais intervenir ici Léo Messi, le footballeur, qui, pour des raisons que j'ignore complètement, s'est impliqué dans une grande campagne de lutte contre l'hépatite C en Égypte, qui est un pays qui est touché très fortement par ce virus, puisque, plus encore qu'au Cameroun, là encore avec des taux de prévalence qui pouvaient être très importants dans certaines régions. Au Cameroun, c'est un peu la même chose. On a un patchwork avec des régions très touchées, d'autres moins touchées. Et en Égypte, des régions très touchées, comme l'Égypte moyenne, Middle Egypt, 26% de prévalence, c'est absolument énorme. En France, je pense qu'on est à moins de 0,5% de prévalence. Et des régions peu touchées. Et là encore, des populations âgées qui sont très touchées. Et des jeunes qui sont beaucoup moins touchés. Et donc l'Égypte a été un cas d'école, et c'est à partir de là qu'on a essayé de transposer l'analyse au cas du Cameroun. Mais l'Égypte, c'est un cas d'école pour comprendre le rôle de campagne d'injection, puisque le virus de l'hépatite C se transmet exclusivement par le sang. D'accord ? Donc il faut des contacts sanguins, et principalement des contacts sanguins dans le cadre médical pour transmettre ce virus. Et donc l'Égypte était un pays très touché, en particulier avec le développement de l'irrigation, par une maladie parasitaire qui s'appelle la schistosomiase, et qui est une maladie parasitaire mauvaise pour le foie d'ailleurs, qui est soignée par des injections intraveineuses, et c'est le cas jusqu'aux années 80. On soigne cette maladie par des injections intraveineuses, et le gouvernement égyptien, dans les années 60-70, a fait un gros effort pour faire des campagnes d'éradication de la schistosomiase avec des campagnes d'injection en série de populations entières. Et on a pu montrer comme ça que l'exposition à ces campagnes de lutte contre la schistosomiase était liée à l'infection au virus de l'hépatite C. Et c'est des choses qui ont été confirmées aussi par les approches de séquences. Tout ça pour vous dire, donc c'est un superbe exemple d'une approche justement de santé, enfin superbe, terrible et superbe exemple d'une approche de santé planétaire, puisqu'on a la question de l'irrigation, la question d'un État fort, un État qui prend soin de sa population, donc une sorte dans un contexte autoritaire. On a une molécule miracle, le tartare émétique, des campagnes de masse, et la transmission d'un passager clandestin dont on ignorait même l'existence dans les années 60-70, qui va contaminer massivement une cohorte entière d'Égyptiens au virus de l'hépatite C. Et l'épidémie aujourd'hui en Égypte est une sorte de lointaine conséquence de ce boom initial de l'hépatite C. Et donc, tout ça, c'est des choses qui étaient publiées au moment où on a travaillé sur l'énigme du virus de l'hépatite C au Cameroun. Et donc, on a essayé de transposer un peu cette analyse au cas du Cameroun, qui est aussi un pays qui a une histoire médicale un petit peu exceptionnelle. Richard, ça fait combien de temps que je parle? Parce que je n'ai pas entendu, mais... Je crois que c'est 25 minutes, mais 25 minutes. Donc, je vais accélérer, mais Bon, ça va, l'histoire médicale exceptionnelle du Cameroun, un petit peu comme pour l'irrigation en Égypte, elle a d'abord une dimension à la fois industrielle et écologique, puisqu'elle est liée lointainement, enfin assez directement en fait, à
au boom du caoutchouc au début du XXe siècle et qui s'est poursuivi en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui était essentiellement au début du XXe siècle, un boom dans la collecte du caoutchouc sauvage dans les forêts camerounaises comme dans l'ensemble du bassin du Congo, avec des populations qui ont collecté le caoutchouc. Et ce que les médecins coloniaux ont vu à l'époque, c'est que cette collecte du caoutchouc avait provoqué un boom dans l'épidémie de maladie du sommeil, donc une maladie transmise par la mouche tsetse, une maladie parasitaire transmise par la mouche tsetse, qui va beaucoup toucher les porteurs de caoutchouc. Et la réponse de l'État colonial, d'abord allemand puis français, ça va être des campagnes de masse pour éradiquer la maladie du sommeil, des campagnes de masse qui vont être particulièrement intenses dans tout le centre et l'est du Cameroun, qui sont très touchés par la trypano et qui sont les régions du caoutchouc, avec des campagnes d'injection, de diagnostic d'abord, ganglionnaire, etc. Donc beaucoup de gestes invasifs. Et tous ces gestes invasifs, là encore, vous voyez l'analogie avec le cas égyptien, sont potentiellement propices à la transmission de virus sanguins. Là, c'est plus là où mes travaux d'historien interviennent, c'est qu'on sait aussi qu'il y avait qu'il y a eu des accidents importants pendant ces campagnes, des accidents liés aux gestes d'injection, et donc on sait qualitativement que les conditions étaient réunies pour des injections non stériles et pour la transmission potentielle de virus, comme le virus de l'hépatite C. Et comme vous vous en doutez peut-être, comme le VIH. Donc, on peut comme ça commencer à assembler les pièces d'un puzzle écologique autour de l'émergence du VIH, et le virus de l'hépatite C est, si vous voulez, le signe, la trace, le marqueur du rôle des campagnes médicales et en général de la médicalisation dans cette émergence des pandémies, puisqu'on sait aussi que le VIH a en quelque sorte besoin qu'on lui fasse la courte échelle, parce que c'est un virus qui sinon se transmet assez mal, et les expositions liées au sang, même en Europe et aux États-Unis, ont eu un rôle important dans la dynamique de l'épidémie dans les années 80. Donc, on a de bonnes raisons de croire que tout ça a été très risqué. Je mentionne aussi très rapidement des travaux qu'on a fait plus récemment avec l'équipe d'Arnaud Fontanet à l'Institut Pasteur, où on a essayé de tester un peu cette hypothèse concernant l'hépatite C à partir d'une étude de séroprévalence menée à l'échelle nationale et de travail d'archives qu'on a mené pour faire des indicateurs de médicalisation au Cameroun, et essayer de voir pourquoi essayer de comprendre pourquoi certaines régions camerounaises étaient très touchées par le virus de l'hépatite C et d'autres beaucoup moins, et qu'il n'y avait pas de gradient écologique évident pour interpréter ça. Ce n'est pas simplement le sud forestier est beaucoup plus touché que le nord, on a des gradients aussi est-ouest. Et notre réponse, c'est que ces différences sont corrélées à la médicalisation telle qu'elle était en place dans les années 50, et qu'en gros, plus vous étiez exposé aux institutions de soins dans les années 50 parce que vous viviez dans une région où l'État colonial avait beaucoup investi, et c'est le cas de la région centre par exemple, plus vous aviez de risques d'acquérir le virus de l'hépatite C. Donc voilà, je vais conclure ici avec juste quelques commentaires sur ce que cette petite histoire nous permet de proposer. D'abord, cette compréhension écologique de l'émergence d'une pandémie, en l'occurrence le VIH, et puis d'une épidémie régionale qui est l'épidémie de virus de l'hépatite C au Cameroun. Comprendre cette émergence dans des relations multispécifiques qui incluent aussi des plantes comme le caoutchouc. Il faudrait parler aussi des cochons que les populations locales associent à l'épidémie de maladie du sommeil à l'époque coloniale. Ça n'a jamais été complètement montré, mais la cochonisation a pu jouer un rôle. Des transformations des paysages, des transformations des infrastructures, évidemment, les routes, les fleuves, etc. Et puis des révolutions techniques, en l'occurrence le développement des injections liées au développement de molécules actives contre la maladie du sommeil. Tout ça va former l'écosystème qui va vraisemblablement permettre au VIH de se diffuser dans les populations au Cameroun. Alors, cette analyse, elle a été faite aussi dans le cadre du Congo par Jacques Pépin, un médecin qui a écrit ce livre important sur
l'émergence du sida, avec une discussion spécifique à Kinshasa qui a été un site d'amplification de cette épidémie plus important à l'échelle mondiale que le Cameroun, qui a finalement peu exporté de virus. Deuxième chose, là, c'est une question qui concerne plus les humanités, disons, c'est que ce travail avec les virologues et avec les séquences virales, c'est aussi un moyen de tracer ces connexions. Et ce traçage des connexions, il est intéressant scientifiquement pour comprendre l'émergence, etc. Mais je crois que c'est aussi un dispositif d'enquête historique qui est intéressant, indépendamment de ce qu'il nous dit et des mystères qu'il résout, qui est intéressant parce qu'il nous raconte d'autres histoires, il nous raconte des histoires qui sont souvent un peu absentes des archives, typiquement l'histoire des gestes infirmiers, des gestes d'injection, des gestes de stérilisation. Tout ça, c'est des choses très ordinaires qui concernent peu l'histoire de la médecine, par exemple. Et donc, cette approche par le traçage, c'est une manière, pour paraphraser encore Latour, d'enrichir le monde à la manière dont les scientifiques parfois enrichissent le monde en traçant des connexions improbables, pour citer Serge, ou absurdes, pour citer Nicole, et suivre un peu les déplacements absurdes d'un virus dans un monde et la manière dont le virus donne sens à ce monde. Ça peut être une stratégie d'enquête historique qui permet de travailler sur un autre plan, qui permet d'aborder le social par un autre plan. Donc ça, c'est le projet un peu théorique que j'essaye d'attacher à mon propos. Un commentaire peut-être sur nos réflexions sur l'Anthropocène, et je crois que ces histoires sont une manière de rappeler que nous ne sommes pas seuls à bord, y compris dans cet Anthropocène destructeur où l'homme marque la planète de son empreinte et évince graduellement des milliers et des millions d'espèces autour de lui, mais qu'il y a d'autres espèces qui ont une vitalité dans ce processus et qui profitent des conditions de l'Anthropocène ou qui s'insèrent dans les failles de l'Anthropocène, et c'est le cas typiquement du virus de l'hépatite C, c'est le cas d'autres espèces, et donc c'est important, quand on raconte notre histoire de l'Anthropocène, de ne pas rajouter au déshonneur d'avoir détruit la planète, le déshonneur d'avoir évincé tous les autres acteurs de l'histoire, et qui sont d'autres êtres vivants, comme les virus en l'occurrence. Et puis, la dernière chose, et je vais finir là-dessus, c'est que, et c'est un écho aussi à l'intervention d'hier sur les pesticides, c'est que ces histoires sont des histoires à retardement, ces histoires d'exposition et d'émergence des pandémies. C'est des histoires qu'on comprend rétrospectivement, mais c'est des histoires qui marquent aussi des formes de retour du passé ou qui suggèrent presque une capacité d'initiative au passé à venir déranger le présent. Et les épidémies d'hépatite C au Cameroun et en Égypte sont des très bons exemples de ça, d'événements passés qui continuent à rejouer dans le présent à travers la pathologie humaine et à travers ce qu'on peut appeler métaphoriquement la ruine des corps, ruine des paysages, ruine des écosystèmes. Donc là aussi, c'est un chantier important, je pense, pour les humanités environnementales, d'essayer de penser ces questions d'écologie de la perte comme manière d'aborder ces questions d'émergence des épidémies. Et là encore, je pense que plein d'autres exemples que Serge Morand a évoqués sur la transformation des paysages en Asie du Sud-Est pourraient apporter d'autres exemples à ce cadre. Voilà, je m'arrête ici. Parfait, merci beaucoup. Merci vraiment, Guillaume. Passionnante intervention dans le prolongement de celle de Serge, avec un petit pont sur ce qui a été discuté hier, vraiment très intéressant. Donc, la place est à vos questions, commentaires. Moi, je veux bien poser une question assez pratique, Guillaume. C'est quelle est la technique pour remonter? Parce que là, tu nous expliques comment historiquement on arrive à remonter aux origines des émergences. Mais comment font les épidémiologistes pour faire ça? Enfin, comment on produit ces statistiques qui nous font remonter au début du XXe siècle, par exemple, sur l'origine de... Alors ça, c'est un peu la même chose que ce qu'a montré Serge à propos de la rougeole.
C'est des techniques c'est des techniques computationnelles qui ne sont pas très compliquées. En fait, c'est en prenant, tu prends, alors la diapo qui le montre bien, c'est une technique de datation. En fait, quand tu as une phylogénie comme ça avec ces virus, s'ils ont été prélevés à différents moments dans le temps, donc la distance horizontale, c'est la distance évolutive. D'accord. Donc, ici, tu as deux populations de virus qui se sont séparées puis qui ont évolué chacun de leur côté en accumulant des mutations. Et donc, quand tu as des prélèvements qui ont lieu à des moments différents, tu peux corréler la distance évolutive à une distance dans le temps. Et ça, tu peux le faire de façon assez fiable, d'autant plus que tu as des signaux différents dans le temps. Et à partir de là, tu as une droite de régression qui est la distance de ces différents virus à la racine de l'arbre. Et en mettant ça sur une échelle temporelle, tu tombes sur le point zéro de l'arbre. Et c'est ça qu'ils ont fait pour la rougeole. Et dans la diapo qu'a montré Serge, en fait, la rougeole, avant l'étude qu'a montré Serge, c'est un virus qu'on datait du Moyen-Âge. Et tout d'un coup, il y a une équipe qui a trouvé un poumon du début du XXe siècle dans de la cire en Allemagne, et ils ont réussi à sortir la séquence virale de la rougeole. Et là, subitement, tout le calibrage en fait a changé et la date a reculé de 10 000 ans. Donc, c'est important en fait d'avoir un bon échantillonnage pour faire ces régressions. Mais sur le VIH, ça commence à être assez fiable parce qu'on a des centaines de milliers de virus maintenant qui ont été prélevés sur 20 ans ou 30 ans. Donc, on est assez bon pour ces régressions. Ok, je crois que Giacomo avait une question. Oui, merci beaucoup. Je pose mes questions rapidement parce que malheureusement, après, il va falloir que je vous quitte. Merci aux deux intervenants en fait, pour deux interventions passionnantes. J'espère de pouvoir m'exprimer dans un langage compréhensible. Je suis à ma 5e heure sur Zoom en ligne. Je pense que le fonctionnement cognitif n'est pas tout à fait à 100%. Donc, en fait, c'est deux questions plutôt générales et je m'en excuse. La première, c'est... En fait, j'arrête pas de penser à ça en regardant vos cas d'études, à la fois la question de l'Asie, la question de l'Afrique, etc. Et je voulais savoir comment les deux, en fait, vous gérez cette question. Et la question est celle d'une forme d'orientalisation de la maladie, des origines de la maladie. Je me rappelle, j'ai lisé l'année dernière un petit bouquin de l'historien Christopher Hamlin, qui c'est une biographie du choléra. Et il insiste beaucoup justement sur cette dimension dans les discours du 19e, de l'origine asiatique du choléra et de tout les couches en fait du discours colonial qui est en arrière de tout ça. Et alors je me rends compte qu'en même temps, si on se base sur les données scientifiques, vous avez des lieux dans lesquels effectivement il y a des émergences virales et donc il faut pas les nier. Mais en même temps, en étant des chercheurs dans le cas de Guillaume en sciences sociales, dans le cas de Serge Morand, de quand même, disons, conscient des enjeux de sciences sociales, comment vous jouez sur ce terrain-là, comment vous composez avec cette ambiguïté? Et peut-être si je peux me permettre une autre question rapide aussi, ça c'est plutôt pour Guillaume spécifiquement. Et j'apprécie beaucoup ton insistance sur le rôle de la contingence, sur la nécessité de pas donner trop de sens à des événements qui sont en fait aléatoires et la nécessité de reconnaître tout ça. Je ne sais pas comment tu composes cela avec la nécessité en même temps, justement, un historien de donner des explications, de retracer des causalités, d'attribuer des responsabilités. C'est compliqué et je ne suis pas sûr de voir comment tu t'en sors en fait, parce que c'est comme si c'était deux injonctions presque contradictoires. Et je vois qu'elle émerge aussi dans les recherches sur les catastrophes en général, où on a d'un côté ceux qui insistent sur le fait qu'il y a quand même une agentivité de la nature, du monde naturel, et d'autres qui disent qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle, tout est humain, tout est social, technologique, politique. Et moi-même, des fois, je me trouve en difficulté. Je voudrais vraiment savoir comment tu t'en sors de ça, parce que, voilà. Merci. Je peux peut-être répondre à la deuxième question et peut-être que Serge faudra répondre à la première. Mais sur la deuxième question, tu as tout à fait raison. C'est une position qui est un peu contradictoire et
c'est vrai que moi, dans mon cas, et ça répond aussi à la première, c'est que je travaillais d'abord sur ces questions comme sociologue des sciences, où en fait j'étudiais des chasseurs de virus, pas que américains, aussi français, etc. Et venant des études africaines, etc., moi j'étais très agacé par leurs récits orientalisants de l'origine du virus, le chaînon manquant, enfin tous les clichés de l'évolutionnisme raciste, etc., y étaient, ils n'en étaient pas conscients. Mais, donc c'est des énoncés très problématiques et toute cette panique morale autour de la viande de brousse qui est beaucoup ressortie sur Ebola, etc. Là encore, c'est des images, des discours scientifiques savants qui sont très problématiques sur le plan politique. Et pour moi, d'arriver à raconter, alors Jacques Pépin l'a fait, moi je le fais un petit peu aussi, raconter une histoire environnementale du VIH, c'était une manière d'insérer ça dans une autre histoire humaine, peut-être d'ailleurs moins celle de la tradition africaine, mais une histoire politique, coloniale, médicale. Donc ça faisait mal aux médecins aussi, et tout ça me plaisait beaucoup, et c'était la manière dont je donnais du sens. Et puis c'est vrai que c'est avec cette épidémie de coronavirus que je me suis rendu compte aussi à quel point ça posait problème en fait de faire porter au virus une sorte de message moral sur la planète, etc. Que c'est pour ça que j'en suis venu avec quelque chose d'un peu méfiant. Et peut-être la solution que je trouverais à cette contradiction, ça serait de dire que le travail du sens, il est en partie porté par d'autres êtres vivants. Et que la difficulté, c'est d'arriver dans nos récits à montrer. Donc alors, il n'y a pas de catastrophe naturelle parce que oui, les êtres humains sont très impliqués dans tout ça, mais l'alternative à ça, c'est pas une nature aveugle. En fait, c'est une nature qui est faite de plein d'êtres qui explorent plein de possibilités et qui donc produisent à leur manière un sens au paysage dans lequel ils se déplacent et à la façon dont ils le voient. Donc voilà, moi, ça serait par cette sorte de vitalisme un peu bizarre que j'essaierais de me sortir de la contradiction. Mais ça ne marche pas pour les tremblements de terre. Ça marche pas pour les tremblements de terre. Ou alors, il faut étendre encore le vitalisme. Pourquoi pas? Excusez-moi, juste pour finir, moi, je donne quand même aux êtres vivants dans lesquels je mets sans aucun problème les virus, quelque chose de plus aux autres formes d'êtres qui peuvent être le noyau terrestre ou je ne sais quoi. Et là, c'est une position philosophique personnelle, mais et notamment autour de cette question du travail du sens. Merci. D'abord, je voulais remercier Guillaume, c'était vraiment, vraiment superbe et ça fait vraiment réfléchir. Donc, pour moi, ça a été vraiment passionnant. Et puis, finalement, de revoir cette citation de Charles Nichols, ça m'a fait quelque chose, quoi. Non, c'était vraiment, vraiment intéressant. Il y a plein de réflexions que j'ai notées. Et ce que nous dit aussi Giacomo est important parce que c'est en fait, au départ, moi, je suis quelqu'un qui est un écologiste, un évolutionniste. Si j'étais en Asie, c'est pas par l'attrait de. D'ailleurs, on m'a invité pour y aller, quoi. Je travaillais pas du tout sur ça, quoi. Mais c'est surtout finalement parce que je connaissais les rongeurs et voilà. Et au départ, je m'intéressais pas du tout aux humains. Je m'intéressais qu'aux rongeurs. Et finalement, c'est simplement quand entre deux missions, le nord du Laos et puis le nord de Thaïlande, je fais par la route. J'ai finalement à 150 km à vol d'oiseau, des paysages différents, et alors que c'est des villages qui ont l'air de se ressembler, mais finalement, ce n'est pas du tout la même chose. Et là, je me suis dit, en fait, si je veux comprendre comment vivent mes rongeurs, il faut que je comprenne ces paysages, et finalement, il faut que je comprenne comment finalement ces paysages sont construits par les humains, quoi. Et c'est petit à petit que finalement je m'intéresse de plus en plus aux humains, quoi. Donc en fait, finalement, je suis quelqu'un issu des sciences écologiques, évolutives, c'est-à-dire des sciences totalement inexactes. L'écologie, c'est inexact, et inhumaine et asociale. C'était vraiment ça que je disais au départ, quoi. Mais par contre, j'ai été très choqué aussi rapidement, et je crois que Guillaume l'a bien mentionné, par certains discours de mes collègues, où finalement, dans le côté évolutionniste, c'est finalement ce bricolage sans arrêt, on est incapable de prédire. C'est-à-dire, c'est finalement
c'est sans arrêt de l'exactation, c'est sans arrêt finalement tout un sans procès. Et on a bien vu finalement tout un ensemble de programmes qui sont sortis au même moment où je partais en Asie du Sud-Est, comme Prédicte là-dedans, qui n'a rien prédit du tout. C'est-à-dire finalement, on se mettait à dire que ben voilà, on va tout séquencer, tout ça, et puis on va prédire. Voilà, on va prédire. Et puis, ça a été vraiment bien dit à Guillaume, on va stopper dans les lieux où ça émerge, quoi, avant que ça passe chez nous. En fait, pour moi, ça m'a fait tilt à ce moment-là. J'ai trouvé que c'était comme Frontex. C'est-à-dire, finalement, c'était comme pour l'Union européenne qui se protégeait vis-à-vis de l'immigration, quoi. Donc, on va déplacer nos frontières et on va finalement trouver les moyens pour les empêcher de migrer. Donc, on les bloque sur place, quoi. Et j'ai eu l'impression de lire la même chose avec les virus et de voir mes collègues réagir pareil, quoi. Et donc, ça, c'est ça qui m'a fait travailler beaucoup plus. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des collègues des sciences sociales. Et j'ai fait finalement le chemin inverse où j'ai l'impression que l'écologie, je dirais, scientifique et l'évolution scientifique, qui avait une démarche qu'on a pu avoir très, je dirais, hégémonique, hein, très à vouloir finalement englober tout. Je pense qu'on a eu dans les discours d'Edward Wilson l'exemple typique, hein, de dire que finalement on était capable de faire réunir toutes les sciences, mais effectivement sous l'ombrelle de l'évolution, quoi. C'est finalement, je me rends compte que rien n'est compréhensible d'un point de vue écologique sans finalement la compréhension humaine, quoi, c'est-à-dire de l'intelligence humaine et de l'intelligence des autres, quoi. Et alors, j'ai été aussi très frappé par ce que vient de dire Guillaume sur l'importance des autres êtres. On a fait un travail avec un jeune anthropologue remarquable, Nicolas Lenné, qui a malheureusement toujours pas de poste, qui travaille, lui, sur les relations humains-animaux, mais sur le partage des connaissances. Il travaille sur les éléphants et sur le partage de pharmacopée et d'automédication des éléphants, et de cette relation. Et on a écrit un papier sur, finalement, enfin c'est lui qui a trouvé le titre, qui était sur faire un One Health qui soit décolonisé, parce qu'on voit toujours cette une santé qui est totalement, alors là j'entends bien, on est toujours dans ce même discours finalement néocolonial transformé, c'est toujours le même, quoi, qui est toujours là, quoi. Et puis finalement quelque chose où l'animal n'est pas écouté en lui-même, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas ce que les animaux ont à nous dire. Alors ce que c'est aussi bien les animaux domestiques que l'animal sauvage, quoi. On ne les écoute pas, quoi. Et je trouve ça remarquable que finalement, là, c'est les sciences sociales qui nous le disent. Pour moi, chaque fois, je fais des avancées, quoi, que je trouve remarquables et que j'aimerais bien continuer finalement. Ok, merci beaucoup pour ces réponses, Serge. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Richard, j'avais deux petites questions à poser à Guillaume. Merci, hein, merci beaucoup, Guillaume, pour la présentation tout aussi passionnante. J'avais deux petites questions. La première, c'était une question un petit peu sur finalement ton interprétation. Est-ce que en fait on passe d'une situation dans laquelle on a un discours, enfin tout un ensemble de discours de ces chasseurs de virus qu'on imagine tout à fait totalement ethnocentriste, enfin voilà, ça c'est sûr. Est-ce qu'on voit apparaître en même temps un contre-discours localement au Cameroun d'accusation de la colonisation et de la médecine coloniale, ou alors est-ce que c'est à venir? Est-ce que ça, et du coup, quelle serait aussi ta position par rapport à ça? Mais c'est de la fiction, hein, je ne sais pas du tout si ça existe. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, j'aurais voulu que tu en dises un petit peu plus sur ta collaboration, sur tes collaborations avec les biostatisticiens, les virologues. Enfin, comment concrètement, comment ils font déjà pour t'interpeller et comment ils te sollicitent? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils cherchent en toi? Est-ce que c'est juste donner, comme parfois, voilà, une espèce de vernis, ou alors est-ce que c'est vraiment fondamentalement essayer de décoincer des énigmes vraiment centrales avec des vrais problèmes d'épistémologie qu'ils rencontrent? Voilà, comment tu dirais ça? Merci Sylvain. Alors pour ta première question, il faut d'abord dire que ces chasseurs de virus, ils sont moins bêtes que ce qu'on ne croit.
Et bon, moi, j'avais pas mal travaillé là-dessus plus tôt, mais c'est des discours qui sont très élaborés. Enfin, typiquement, moi, je montre beaucoup aux étudiants la conférence TED de Nathan Wolf. C'est du niveau des conférences TED. Donc, en fait, c'est pas du tout. Enfin, c'est d'une bêtise profonde à certains aspects, mais au sens de Flaubert, quoi, parce que enfin, tu vois très bien le genre, ils ont des solutions pour que le monde soit meilleur, donc c'est aussi bête que ça, mais c'est un discours qui est très élaboré et qui ne tombe pas du tout dans quelque chose de raciste, ou au contraire, ils vont vraiment montrer comment les populations locales leur donnent des informations sur les singes, comment on les implique, etc. Donc, si tu veux, construire une critique de ces discours, c'est assez compliqué parce que ces discours qui sont bien élaborés, qui ont une part de réflexivité, etc. Donc, ils sont difficiles à caricaturer, mais cela dit, ils posent plein de problèmes et je pense que c'est important de les pointer. Et puis en face, c'est la même complexité, c'est-à-dire que les accusations de la médecine coloniale, alors ça dépend vraiment des lieux, des régions, des gens. Là où il y a eu des accidents, il peut y avoir des mémoires assez cuisantes, etc. Il y a notamment des économistes d'Harvard qui ont fait une étude magnifique au Cameroun à partir de ces grandes enquêtes financées par la coopération américaine, qui sont des enquêtes de séroprévalence nationale. C'est ce qu'on a utilisé pour l'hépatite C. C'est ce qu'on appelle les enquêtes DHS. C'est des enquêtes sur tous les territoires camerounais. On va tirer au sort des familles, échantillons représentatifs, et on va prélever du sang. Donc, c'est des choses qu'on ne fait même pas en Europe, mais que les États-Unis font dans tous les pays du Sud. Et il y a une question du questionnaire qui a intéressé les économistes d'Harvard, c'est refus de prélèvement. Et en fait, ils ont cartographié les refus de prélèvement au Cameroun et ils ont vu que ça collait avec l'intensité des campagnes de lutte contre la maladie du sommeil. Donc en fait, les gens qui ont été très très soumis aux piqûres, ils ne veulent plus en entendre parler plusieurs générations après. Bon, c'est ce que montre le papier, ça pourrait être discuté. Mais donc il y a des mémoires un peu cuisantes comme ça. Mais après, bon, on a aussi beaucoup travaillé sur toute une série de mémoires, et mes bouquins, c'est là-dessus, de mémoires qui sont beaucoup plus subtil que ça, avec de la nostalgie, avec des centaines et des centaines de Camerounais qui ont travaillé dans ces services de santé coloniaux, qui sont devenus des notables. Donc voilà, c'est une histoire qui est une histoire locale, en fait, très vite, cette histoire de la médecine coloniale, donc qui n'est pas prise dans des accusations comme on pourrait s'y attendre. Après, un terrain qui est intéressant, que je connais très peu, c'est la question de l'Égypte, par exemple, où là, on a vraiment montré que 30% d'une classe d'âge a été contaminée par l'hépatite C dans ces grandes campagnes. Et donc là, ça pose des questions de réparation, de rapport à l'État, etc., qui commencent à être un peu étudiées. Mais là, on a une controverse plus politique. Au Cameroun, l'histoire est plus distante, le signal est moins fort. Et puis, c'est pris dans un autre contexte politique, un contexte sanitaire qui est aussi beaucoup plus... Enfin, il y a très peu d'accès aux soins encore. Donc, les ressources pour faire un mouvement autour de ces questions sont encore loin d'être réunies. Et puis alors ensuite, la collaboration avec les virologues, les phylogénéticiens, je pense qu'au début, c'est vraiment venu du fait qu'on travaillait dans la même institution au Cameroun. Moi, je dépouillais les archives de l'Institut Pasteur du Cameroun, eux travaillaient là-bas, donc on se connaissait. Et c'était il y a assez longtemps, donc ensuite, c'est des histoires d'amitié sur du long terme. Mais eux, ils voulaient le petit paragraphe historique à la fin de leur papier, qui disent voilà ce qui s'est passé. Et donc, c'était essentiellement ça. Et puis après, c'est là où moi, je les ai un peu parasités parce que je me suis plus intéressé à ce qu'ils faisaient que... Mais voilà, c'est resté assez superficiel et il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont l'histoire est mobilisée par les virologues, qui sont excellents pour penser toutes les incertitudes de leurs données virologiques. On est tout le temps dans des questions probabilistes, mais qui ne sont pas très bons pour penser les incertitudes ou la nature construite d'une archive, par exemple. Donc, eux, c'est en 1929, il s'est passé quoi? Donc, l'histoire, bizarrement, qui n'est pas leur domaine, c'est un domaine de la certitude, alors qu'ils savent très bien que toute mesure, par ailleurs, est incertaine, probabiliste, etc. Donc, il y a des jolis aussi... dialogue de sourds dans ce domaine, quoi. Mais voilà, après, c'est des histoires voilà, de collaboration long cours et puis qu'il va falloir encore faire progresser, quoi, parce qu'il y a effectivement un risque de relation en fait assez superficielle
avec des histoires très simples. Et bon, moi, dans mon cas, j'ai été assez lent à publier, etc. Mais il y a des équipes qui l'ont fait beaucoup plus vite avec des descriptions historiques qui sont quand même très caricaturales. Ok, merci beaucoup pour ces compléments. Moi, j'avais une question pour chacun d'entre vous, en fait, à partir de la présentation de Guillaume et de son étude de cas au Cameroun et des photos qu'il a montrées sur ses campagnes de vaccination ou de traitement, je ne sais pas, disons de la présence coloniale. Donc, il y a une dimension post-coloniale, quand même, il y a un héritage de cette période-là, et on voit très bien le dispositif ouais, de gouvernance, disons ça comme ça, de l'époque et jusqu'à quel point il est encore en... Enfin, il laisse des traces aujourd'hui, quoi. Hein, donc, ce que tu appelles la compréhension écologique du VIH, elle remonte jusqu'à là-bas. Mais à vous écouter, hein, simplement, il faut que je vous lise de manière beaucoup plus approfondie, c'est très clair. Mais comment comprenez-vous le dispositif de gouvernance de la santé d'aujourd'hui? Comment peut-on le caractériser? Je vois très bien les chaînes de valeur mondiales dans l'agroalimentaire, et puis vous parlez aussi de santé planétaire, mais concrètement, ces dispositifs, localement, ils ont quelle forme? Est-ce qu'ils ont un rôle? Est-ce qu'ils servent à quelque chose, en fait, dans le contrôle des pandémies et des épidémies, ou est-ce qu'ils sont impuissants avec, c'est au fond, une écologie de très long terme qui est là et qui impose sa loi? Guillaume, vas-y, j'y vais. C'est une question difficile, mais en fait qui se retrouve on peut dire sans arrêt. Donc, le système de la santé qui s'est monté petit à petit, donc surtout qui est monté en puissance après-guerre, c'est sûr qu'il est issu pour beaucoup déjà des médecins coloniaux, déjà, puisque c'est quand même important. Il est issu aussi des médecins européens et nord-américains, donc avec une partie de l'hygiénisme, mais qui a été aussi très marquée finalement par certaines pandémies et finalement une vision qui était de l'éradication. C'est-à-dire que on va aller prendre une maladie, on est toujours un peu dans tout ça, et on va les éradiquer, quoi, la dernière étant la variole, quoi, qu'on a réussi. Là, on espérait la polio, bah, c'est pas gagné, quoi. Donc, et on est là, maintenant, le nouveau défi, c'est la rage, hein, puisqu'on veut éradiquer la rage, quoi. C'est le nouveau One Health, quoi. Donc, on est vraiment sur cette vision d'éradication et qui est très proche, finalement, qui a émergé aussi avec des choses comme la Fondation Rockefeller, quoi, avec l'entomologie médicale, qui était aussi une entomologie médicale qui était très post-coloniale, mais qui s'est développée au sein de l'agriculture, qui était aussi le contrôle et l'éradication. Donc finalement, avec une volonté d'ingénierie, quoi. Donc on avait cette ingénierie de l'entomologie, cette ingénierie du paysage, cet hygiénisme, et finalement qui s'est complètement redécouvert avec le médicament. Je crois que c'était la grosse chose, quoi. Donc, et finalement, avec la mise en place de quelque chose quand même qui est le plus fort au niveau organisation internationale, puisque quand on est membre de l'OMS, on a une vision à partager, c'est-à-dire c'est obligatoire de partager, obligatoire de déclarer, obligatoire de contribuer, quoi. Donc, on a bien vu justement notamment avec un Donald Trump, comment il a pu voir ça, comment il a pu interpréter ça. Et puis avec finalement à chaque crise sanitaire, et je pense que Guillaume l'a bien démontré aussi, quoi. Déjà d'une part, on croyait que c'était fini les émergences, c'est vrai, vaccins et antibiotiques, tout était réglé, quoi. Et puis, finalement, là, on redécouvre qu'il faut se laver les mains, on redécouvre quand même l'hygiène, quoi. C'était quand même fantastique. Mais aussi, finalement, ça, on redécouvre l'épidémie. Donc ça, c'est SIDA, c'est pas que, mais c'est plusieurs épidémies qui sortent, quoi. Donc c'est ça. Donc ça,
c'était le premier point et finalement, on se remet à dire il faut se préparer, quoi. C'est le préparadness, quoi, qui se met vraiment en place. Et là, sachant qu'on ne se prépare pas à l'imprévisible, quoi. On ne se prépare pas justement à des choses qui sont absurdes. Et finalement, ça explique pourquoi l'OMS se plante chaque fois. C'est normal, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a la façon dont ça fonctionne, en plus très bureaucratique, technocratique, où finalement l'apprentissage n'est fait que sur le passé, mais n'a pas un apprentissage construit qui évolue sans arrêt. Voilà. Donc je pense qu'on est sans arrêt et on va continuer, quoi. C'est-à-dire, on a vu que Ebola, l'émergence d'Ebola en Afrique de l'Ouest, alors ce qui a été fantastique, hein. Si on ne se rappelle, 2013, on a un papier sorti par les équipes américaines avec Predict et tout, hein, qui nous disent il y a 5000 virus, donnez-nous 2 milliards de dollars, on vous séquence tout fin 2013. On vous séquence tout, ça va vous coûter moins cher que la prochaine pandémie. Paf, quelques mois après, on a émergence d'Ebola. Et moi, j'avais toujours posé question quand je disais, on leur aurait filé 2 milliards de dollars, est-ce que ça aurait empêché une pandémie d'Ebola, une épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest? Bien sûr que non. C'était autre chose qui a expliqué ça, quoi. Donc, et là, on a sans arrêt ces problèmes-là, quoi. Donc oui, il y a une grosse réflexion que l'OMS, mais pas que l'OMS, hein, finalement, nos institutions internationales, notre gouvernance internationale, à réfléchir, quoi. C'est-à-dire une autre manière de concevoir notre relation à la santé et notre relation à l'environnement. Merci Serge. Oui, j'ajoute juste, je suis tout à fait d'accord et j'ajoute juste cet élément, c'est qu'effectivement cette configuration, disons qui est notre configuration contemporaine du gouvernement de la santé à l'échelle mondiale, c'est une configuration qui a été, je pense, justement critiquée comme une configuration néolibérale, c'est-à-dire qui donne une grande place à ce type d'initiative. Donnez-nous 2 milliards, on fera des startups et on va séquencer les virus. Et puis, dans le même temps, un consensus depuis les années 90 pour, en particulier dans les États africains, hein, les plans d'ajustement structurel, la réduction des dépenses, et qui est un consensus qui a vraiment ravagé, d'après les histoires orales, hein, j'ai pas d'indicateur, mais qui a ravagé les systèmes de santé. Être un infirmier dans les années 80 au Cameroun, c'était être un notable. Être un infirmier dans les années 2010 au Cameroun, c'est être un petit bricoleur qui essaye de gratter des sous à tous les patients qu'il peut parce qu'il ne peut pas payer les cahiers pour l'école de ses enfants. Donc ça c'est un peu quand même l'effondrement néolibéral des États africains qui configure comment la santé est gouvernée. Et donc, c'est beaucoup d'impuissance, beaucoup de pénurie, beaucoup de pas de courant à l'hôpital, des infrastructures en déclin. Et puis, c'est quelques programmes internationaux verticaux très impressionnants, parce qu'il faut aussi dire que la lutte contre le sida, depuis 15 ans en Afrique, c'est quand même une machine qui a beaucoup de défauts, etc., mais qui a été extrêmement efficace pour mettre les gens sous traitement, par exemple. Donc, il y a ce type de grandes success stories qui se sont très bien... qui sont associés à des modèles de financement, d'implication du secteur privé, etc., qui fonctionnent dans cette configuration néolibérale de la santé, alors, très bien marché, c'est idiot comme jugement, etc., mais en tout cas qu'on produit un effet, y compris sur l'épidémie, très, très important, quoi. Dans un contexte que moi je décris souvent comme un contexte de ruine. Là encore, c'est un peu fort parce que c'est pas si simple que ça. Il y a des pays qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres, etc. Mais voilà. En tout cas, c'est compatible des interventions internationales bien financées et efficaces et une déliquescence des systèmes de santé. Et ce que montrent les pandémies, Ebola et le coronavirus, c'est que la meilleure façon de se préparer, c'est vraisemblablement pas en mettant 2 milliards pour tout séquencer, mais en prenant soin des systèmes de santé tels qu'ils sont, avec des recettes qui ont 150 ans d'âge. Ok. Bon, merci pour ces précisions. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'en ai une dernière pour conclure parce qu'on arrive vers la fin, mais si quelqu'un a une question ou une intervention, c'est bien volontiers.
Sinon, voilà, ma question c'était la suivante. C'est un peu une réaction à ce qu'a évoqué Guillaume au débat sur les virus et les tremblements de terre. C'est quand même pas pareil. Il y a du sens, on est dans du vivant, donc il y a une forme de sens, etc. Alors, j'aimerais un petit peu de précision là-dessus, comment vous comprenez ça, parce que bon, oui, oui, d'une certaine manière. Enfin, la première question, c'est est-ce que puisqu'on élimine à peu près toute la biodiversité, sauf les virus, enfin, je pousse un peu, je fais un peu vite, mais vous voyez l'idée. Donc, en gros, l'environnement vivant aujourd'hui, c'est les épidémies, c'est les virus. Alors, est-ce qu'on va vers une réalité comme celle-là, où au fond, l'environnement biologique, la biologie planétaire, l'écologie a changé de configuration et le virus est l'incarnation du vivant du XXIe siècle, fait de l'Anthropocène ou de l'écocide qui tient lieu d'Anthropocène. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une première question. Est-ce que c'est la première incarnation du vivant? Et puis deuxième, c'est quoi le sens dans cette... la deuxième interrogation, c'est comment définir le sens? Parce que les virus n'ont pas pas d'intention. On peut imaginer des romans où le virus se venge, etc. Mais, ça existe, mais bon, en réalité, je n'imagine pas que mais qu'en pensez-vous? Voilà, c'est ma question. Les virus sont-ils... comment interprètent-ils le monde? Voilà. Serge, tu veux venir à mon secours ou... Ouais, on peut y aller ensemble, voilà. En fait, moi, je voulais réagir justement sur cet aspect important qui est soulevé par Richard sur finalement est-ce qu'on va complètement vers un écocide complet et tout ça, quoi. Paradoxalement, il y a une montée des aires protégées, par contre, il y a une montée finalement de remettre de la nature en ville un peu partout, y compris d'ailleurs à Singapour, par exemple, Hong Kong. Donc, il y a ces ventes d'ailleurs finalement qui remettent de la nature en ville et qui finalement se créent les conditions pour qu'il y ait des épidémies et qui en ont beaucoup moins finalement qu'à Bangkok, par exemple. La dengue est parfaitement sous contrôle, le chikungunya à Singapour, qui est très, très, très arboré. Ils ont recréé des ponts, ils ont recréé des trucs. Bangkok, nous avons notre conseiller régional santé qui a chopé, avec sa famille d'ailleurs, qui vit à côté de l'ambassade de France et s'est chopé la dengue, quoi. Donc, c'est un des exemples. Alors, et même pour les ethnies, ça veut dire que finalement, on se retrouve avec certaines personnes qui, y compris du côté de certains philosophes, y compris du côté de certains écologues, qui sont pour la séparation totale des mondes. C'est-à-dire, en fait, finalement, on va avoir, comme la planète séparée, on va séparer tout, quoi. C'est-à-dire, on va prendre une partie qu'on va complètement laisser naturelle, qu'on va d'ailleurs, s'il n'y a pas d'humain, ce sera encore mieux, quoi, dedans, quoi. Et puis l'autre, on en fait ce qu'on en veut, quoi. Donc, on va faire finalement ce qu'on appelle land sharing, land sparing, quoi, qui peut apparaître même aussi qui revient récurremment sur plein de choses, quoi. Où finalement on se dit, c'est pas, de toute façon, c'est encore une utopie, encore complète, quoi. C'est sur ces aires protégées, sur tout ça, quoi. Finalement, c'est une terre humaine, quoi. Hein. C'est pas une terre. Et on est un agent de l'évolution. On est une mosaïque, d'ailleurs. Génétiquement, on est des primates non humains, mais en plus, on est des hybrides, quoi. On est une mosaïque génétique, quoi, parce qu'on s'est hybridé avec de tas d'autres mots, quoi. Je pense que c'est plutôt ça qu'on doit plutôt retravailler. C'est finalement retravailler ce que j'appelle aussi une écologie humaine, mais une écologie sensible. C'est-à-dire qu'on doit finalement retrouver du sens dans nos liens avec le vivant, y compris parce qu'on a besoin de ces microbes. De toute façon, ils font partie de choses, ils sont là. Il y a eu en fait aussi, au début du XXe siècle, cette idée de faire des bébés qui soient, de vivre dans un monde complètement axénique. C'est-à-dire, on avait imaginé de faire des bébés qui soient en fait totalement enlever tous les microbes, toutes les bactéries, rien du tout. On n'est pas vivant parce qu'on a plus de bactéries, plus de cellules bactériennes que l'humain. Donc finalement, c'est ça qu'on doit retravailler. Et accepter finalement, oui, il n'y a pas de...
il y a ces microbes et on ne pourra jamais prévoir ce qui va se passer, quoi. Ce n'est pas possible, quoi. C'est les combinaisons, tout ce qui peut se faire, l'improbable et le complètement l'absurde, et nous guette sans arrêt. Donc, il faut vivre avec l'absurde. C'est ce que je reviendrai de Guillaume. Oui, et puis c'est une leçon très camerounaise. Ça, c'est aussi des critiques. La critique de la virologie, vous avez écrit des papiers là-dessus, mais c'est pas que c'est un grand problème de surveillance, etc., machin truc, les Américains. Non, en fait, la critique camerounaise de tout ça, c'est que c'est qu'en fait, c'est un spectacle et qui va absolument rien changer à leurs problèmes de santé. Et ce qui se rattache à tout un registre culturel de l'absurde en Afrique centrale qui est très présent dans les cultures populaires. Donc, c'est quelque chose de très camerounais, ça me convient bien. Sinon, alors, je spéculais un petit peu sur cette idée, mais bon, c'est quelque chose, là encore, qui m'a semblé important au moment de la crise du coronavirus à dire que nous, on prête plein justement de messages à cette épidémie, alors que c'est aussi le virus qui voit en nous, quand même un univers à interpréter. Alors, je tire un peu les mots, mais disons que la vie darwinienne, c'est des essais et des erreurs, et le sens est produit par le processus d'essai-erreur. Donc, effectivement, il n'y a évidemment pas de volonté d'interprétation, mais il y a une interprétation qui est produite, quoi. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller, jusqu'où ça pourrait tenir théoriquement, philosophiquement, mais voilà, j'ai envie d'essayer en tout cas d'aller dans cette direction. Et le virus de l'hépatite C, c'est sûr qu'il a vu un monde à partir des années 30, quand il y a eu des seringues, des transfusions, etc. Il a vu un monde quand même dont il n'avait pas idée, mais qui s'est révélé complètement extraordinaire pour lui. Très bien, merci beaucoup. Bien, écoutez, si on n'a pas d'autres demandes d'intervention, je vais vous remercier infiniment tous les deux pour cette passionnante session. C'était vraiment un plaisir de discuter ces sujets que vous travaillez depuis si longtemps. Serge, c'est une première fois, mais on espère vous avoir régulièrement, autant que vous le voudrez, dans le séminaire. Non, mais je viendrai sur ma prochaine visite sur Paris, dès que les conditions le permettront, je viendrai vous voir à Sciences Po. Avec plaisir, merci beaucoup. Et Guillaume, merci d'avoir permis cette session qui s'est beaucoup organisée autour de tes propositions et de tes propos. Donc, merci vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci Guillaume, merci Richard, merci tout le monde. Prochain rendez-vous pour R, c'est lundi prochain avec Sophie Dubuisson-Keller et Charlotte Alpert. Merci beaucoup, bonne soirée et à très merci. Ouais.